quelques petits, j'ai Allez-y. quelques petits slides à présenter quand ça va commencer. Donc, je ne D'accord. sais pas si ça convient au format, en fait, ou bien c'est juste un live Euh, talk. Je vais parler. oui, en fait, c'est une présentation du Ok, maximum. Et puis après, bon, les participants pourront poser des questions. ok, ok, ça marche. C'est dans Mhm. ce format-là. Bon, Ok, ça marche. Ouais. tout ça. Donc, pour l'instant, on a 10 participants. Je crois que les autres vont nous prendre en cours. Mhm. Il est maintenant 14h30 là, donc on peut Donc, on peut commencer. donner peut-être, disons, on peut donner quelques minutes aux gens Ok, pour d'accord. les accorder, voilà, environ 3 4 5 minutes pour que les gens se connaissent plus. Ouais. D'accord, ça marche. Sinon, et de votre côté, il fait pas Et, trop, n'est pas trop tôt chez vous. Vous êtes où actuellement? non, non, je suis à Ottawa, ouais. Donc, c'est Ah, pas trop tôt, c'est 10h maintenant, 10h30. c'est 10h30 maintenant. Ok. Ouais, Ah, c'est pas d'accord. trop tôt. Ok, il n'y a pas de Donc, problème. je vais voir si j'ai le droit de partager. Ah, ben, Ah, ouais, je je vais l'ai, vous donner le droit. voilà. Je vais vous donner le Mhm. droit. Je vais, je vais désactiver les micros. Il y a un micro qui parle, qui est Ok. activé là. Et le professeur également qui est là, qui se Oui, connecte. oui, on s'est parlé hier, il m'a dit qu'il serait là, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, je crois que vous pouvez partager. Je vais vous Je donner sais pas si, connecte. ouais. Est-ce que le prof est connecté? Oh, il est connecté, ouais. Il Bonjour, est prof. connecté. Ah, ok. Oui, bonjour Alexandre, bonjour. Ah, Bonjour Ibrahim. J'espère que vous Oui, allez bien, hein. oui, on va bien, professeur. Bonjour. Et Ah, ok, chez, quand même, et ouais, chez c'est ça. vous? D'accord, ok. Oui, je vais très bien, d'accord, je vais très bien, c'est ça. Non, je vais juste écouter, quoi. Il Ok. n'y a pas de ouais. Ça va bien, Alexandre? Oui, ça va très bien, prof. Ça Ah, va ok, bien, ouais. mieux alors, c'est ça. Ok, donc à tout à l'heure. Ok, d'accord, à ça tout à marche. l'heure. Donc, je vais essayer voir si j'arrive Oui, à faire partager mon écran. c'est Je sais pas si... Attends, je vais voir si je peux mettre ça en view. un micro qui... Attendez, je viens. Ok, c'est bon. Ouais. Est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est visible? Est-ce que les gens voient? Oui, moi, je reçois parfaitement. Je sais pas. Si c'est pas, ça va être pareil pour tout le monde. Ok, ok. Ça va être pareil pour tout le monde. Je pense qu'on peut commencer, si vous le permettez. Ok, ok. Donc, on va commencer. Ok, donc, Euh, ça suffit. Donc, est-ce que alors, vous bonjour. faites... Ok, Oui, allez-y, ouais. j'ai fait l'introduction. Alors, bonjour à tous. Je suis Ibrahim Diawara de l'Université Soumaré. L'université Soumaré, c'est une université internationale privée qui offre quatre types de formations: la finance quantitative, l'économie quantitative, la statistique et l'actuariat. Vous allez très vite comprendre que ce sont des filières qui sont peu connues dans notre région et dans notre environnement. Raison pour laquelle on organise ces webinaires. Nous avons commencé depuis hier avec le webinaire sur la statistique et les data science. Aujourd'hui, c'est le webinaire sur
l'économie quantitative, l'évolution, perspective des métiers. Également, demain, nous aurons un webinaire sur l'actuariat, demain jeudi. Et le samedi, il y aura un panel là, composé de plusieurs personnes, de plusieurs personnes dans le domaine de la finance qui vont nous entretenir sur la finance quantitative. Et bon, toutes ces activités-là s'inscrivent dans le cadre de notre journée porte ouverte, les journées portes ouvertes de l'Université Soumaré qui ont débuté le lundi et donc qui prendront fin normalement le dimanche 6 août à 17 heures. Donc nous sommes ouverts de 8 heures à 17 heures et on essaie de répondre aux questions des intervenants et tout ça. Donc pour ce webinaire, nous avons M. Alexandre Coupoin, qui est un économiste, un chercheur au niveau de la Banque africaine de développement, qui est basé, je crois, en Côte d'Ivoire et présentement qui est hors du pays pour des raisons professionnelles. Donc, c'est l'occasion pour moi de lui dire merci déjà pour la disponibilité. Et puis, également, nous avons le professeur Issou Soumaré, qui est le président fondateur de l'Université Soumaré, à qui on va laisser un mot d'ouverture avant de donner la parole à M. Alexandre pour nous entretenir sur le thème du jour. Professeur Soumaré, Oui, allô? oui, en tout cas, Oui. Ibrahim, merci beaucoup, Ibrahim. Merci beaucoup, Ibrahim, pour la parole. Là, non, je voulais juste écouter. Mais en tout cas, écoute, là, merci beaucoup vraiment à Alexandre d'avoir accepté. Je sais que son agenda est assez chargé. Et puis, c'est pas, en tout cas, c'est pas comme s'il a énormément de temps. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre. Mais en fait, on tenait aussi à ce que Alexandre vienne faire ce webinaire parce qu'au cours de sa vaste expérience, il est passé par plusieurs endroits à l'international. En tout cas, il a exercé aussi en fait là en Côte d'Ivoire. Donc, il connaît vraiment plusieurs des environnements, aussi bien l'extérieur en fait là de l'Afrique que l'Afrique aussi. Et puis par les différentes organisations où il est passé. Présentement, il est à la BAD, mais il est passé par l'OCDE. Il a aussi exercé dans des institutions au Canada ici. Donc, je pense que c'est vraiment la personne tout indiquée pour venir vraiment pour échanger avec le public, que je remercie d'ailleurs. Et puis, bon, pour pouvoir répondre à différentes questions que vous avez, pour ceux qui se posent des questions à savoir comment s'orienter, qu'est-ce qu'on peut faire comme économiste, bon, surtout comme économiste quantitatif, mais je pense que c'est la personne tout indiquée en tout cas pour pouvoir échanger et puis pour pouvoir partager les expériences avec lui. Donc, Alessandre, en tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus. Et puis, bon, donc, en tout cas, je vous redonne la parole, toi, Ibrahim. Merci bien. Ok, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, en début de session, on va laisser quelques minutes à M. Alexandre Coupoin qui va vraiment partager en fait son background avec nous. On va bien évidemment de débuter la session. Donc, M. Alexandre, je vous laisse la parole pour, pour l'ouverture de la session. Merci. On ne vous entend pas, votre micro est fermé. Le micro est fermé, M. Coupoin. Alors, vous Ok. m'entendez? Votre micro, ok, c'est bon. Est-ce, D'accord. est-ce que c'est bon maintenant, vous m'entendez? On vous attend correctement. Ok. Mais, merci beaucoup, Monsieur Brahim. Merci beaucoup, professeur Soumaré. Et je ne sais pas si le son est bon ou bien est-ce que j'augmente un peu le volume? Est-ce que c'est bon? Non, le son est parfait. Le son est parfait. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je dis bienvenue à tous, je veux dire, à nos participants pour ce webinaire qui est en marche des journées de portes ouvertes de l'Université Soumaré. Et aujourd'hui, en fait, on va essayer de parcourir un peu c'est quoi le métier, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'économie quantitative. Et donc, avant de commencer, d'abord, je vais dire un grand merci au professeur Soumaré pour, en tout cas, pour l'invitation. Comme j'ai toujours eu à le souligner, c'est toujours un plaisir pour moi de me joindre à l'université, en tout cas, quand je peux, parce que en tout cas, c'est la nouvelle donne en termes d'université, la nouvelle donne en termes de formation. Et pour nous qui sommes passés par, je veux dire, presque par ce même cursus, c'est toujours un plaisir de venir partager notre expérience. Donc, la présentation ici, on va regarder un peu l'économie quantitative, on va dire de manière générale. Et puis, je vais réserver, au niveau de la discussion, je pourrais faire intervenir mon expérience personnelle. Donc, c'est comme ça que en fait, je vais essayer de décortiquer un peu le thème du jour. J'ai quelques slides que je vais présenter. Avant cela, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Coupoin. Donc, qu'on appelle, je suis ingénieur, je suis ingénieur statisticien économiste, aussi un master aussi en finance et un PhD en économie.
Donc, actuellement, je suis économiste principal, comme M. Ibrahim l'a dit, à la Banque africaine de développement. Et bon, j'ai aussi quelques expériences aussi à l'OCDE, à la Banque du Canada et aussi à la Banque mondiale aussi, avec quelques petites sorties aussi au FMI. Donc, aujourd'hui, n'hésitez pas, toutes les questions que vous avez, essayez de les poser pour qu'ensemble, on essaie de les répondre et puis voir comment est-ce que dans quelle direction l'économie quantitative nous amène ces temps-ci. Merci. Donc, le plan de notre, disons, de notre présentation, on va aller sur, on va dire, 5 petits points. Donc, dans un premier temps, je vais rapidement faire une petite introduction. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on appelle l'économie quantitative. Et après, on va essayer de voir c'est quoi les différentes branches, euh, en fait, quelles sont les différentes sorties, les différentes branches de l'économie quantitative. Maintenant, un élément qui est important, c'est que c'est ça que le public attend beaucoup. C'est quoi les métiers? Quelles sont les options qui s'offrent à l'économiste quantitative à la fin de la formation? Ensuite, je vais partager un peu quels sont les secteurs d'activité et ensuite les perspectives au niveau de l'économie quantitative. Après, je vais revenir un peu rapidement sur ce qu'on appelle les prérequis en fait, ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait pour une bonne carrière ou bien avant même de faire la formation de ce qu'on appelle le e-quant, qui est l'économie quantitative. Donc, c'est notre plan de match au niveau de la présentation. Si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à les poser, mais je pense que le maître de cérémonie a dit qu'on aura en fait un certain temps d'échange, mais n'hésitez pas si vous avez des questions de compréhension pendant que je présente. Donc, en termes d'introduction, pour savoir qu'est-ce qu'on appelle l'économie quantitative. Donc, en fait, l'économie quantitative, c'est un terme qui a été employé pour faire la jonction entre trois grands domaines. Je dirais, il y a le premier domaine, c'est ce qu'on appelle la compréhension des phénomènes économiques. Donc, vous savez que l'économie, c'est une science qui est faite sur les individus, donc, qui ont des comportements, comme on appelle ça même, aléatoires, des comportements changeants, qui ont des anticipations qui sont rationnelles, d'autres anticipations qui ne sont pas rationnelles. Donc, ça rend des théories économiques assez complexes. Donc, une manière de pouvoir les traduire, de pouvoir les comprendre, de pouvoir je veux dire, les cerner, c'était d'introduire ce qu'on appelle les méthodes mathématiques. Donc, il y a un deuxième domaine qui s'est ajouté, qu'on appelle les méthodes mathématiques, qui vont aller de l'analyse, de l'algèbre, même de la géométrie aussi. Donc, et l'algèbre linéaire, c'est un domaine, les gens pensent que ce n'est pas lié à l'économie, c'est très important pour la compréhension des phénomènes économiques. Et il y a un troisième domaine qui est arrivé avec l'avènement des données, l'avènement des outils informatiques qu'on appelle la statistique et l'informatique. Donc, en gros, l'économie quantitative, c'est une jonction de ces trois domaines. Et donc, vous voyez déjà que, en fait, ça fait une différenciation par rapport à ce qu'on connaît de l'économie pure. Avant, l'économie était enseignée par les théories. Vous allez voir les économistes qui connaissent par cœur ce qu'on appelle les théories économiques, de Karl Marx jusqu'à Keynes. Mais quand vient maintenant de mesurer, de comprendre les phénomènes, ça devient un peu difficile. Raison pour laquelle l'économie quantitative a pris toute la place maintenant de ce qu'on appelle l'économie. Donc, c'est quoi son objectif? En gros, on va dire, comme tantôt je disais, l'économie est faite sur des hommes, est faite sur des individus, des hommes, des entreprises. Et en général, le comportement de ces agents-là n'est pas très facile à modéliser, très facile à comprendre. Comme je disais tantôt, je suis je suis Alexandre, je peux dire que, je veux dire, ce matin, j'ai envie comment on appelle, de manger tel produit. Et puis, une heure après, je dis non, je n'ai plus envie de ce produit, j'ai envie d'un autre produit. Donc, les comportements sont tellement changeants. Donc, ça prend des modèles, ça prend des choses, des outils mathématiques sophistiqués pour pouvoir les comprendre, les modéliser et pouvoir anticiper le comportement. Et le mot anticiper ici est très clé dans ce qu'on appelle l'économie quantitative. Maintenant, une fois qu'on essaie de comprendre les individus, je veux dire de manière individuelle, les éléments, les personnes, un élément qui est très important, c'est aussi ce qu'on appelle les interactions. C'est-à-dire comment j'interagis avec l'autre, avec mon voisin, avec comment des entreprises dans le même système interagissent. Et l'économie quantitative aussi permet de pouvoir cerner ces éléments-là. Donc, en gros, comment on appelle, c'est ce qui forme l'économie quantitative. Même, on va le voir rapidement en image, à quoi ça correspond vraiment. Donc, ici, vous allez
disons, si, si je reprends un peu les mots que j'ai déjà pris, en disant que l'économie quantitative, c'est la jonction entre l'économie, que vous voyez en cercle bleu, l'économie, la mathématique et les statistiques. Et ces trois éléments-là, c'est ça qui fait l'économie vraiment, les trois éléments qui englobent l'économie quantitative. Les deux peuvent avoir des intersections 2 à 2 ou 3 à 3. Et disons, lorsque l'économie est jointe avec les mathématiques, c'est que vous allez avoir, c'est un autre domaine qu'on appelle l'économie mathématique. Donc, on essaie de décrire les théories économiques, de pouvoir faire des preuves des théories économiques. Maintenant, lorsque l'économie est jointe avec la statistique, ça fait ce qu'on appelle la statistique économique. Et je pense que tout le monde est presque, on est sur, comment on appelle, on est, je dis, toutes ces informations-là sont toutes données lorsqu'on se réveille. On va dire que le taux de croissance de la Côte d'Ivoire est à 2, 3 chiffres. Donc, en gros, c'est ça qu'on appelle la statistique économique. Donc, on prend les outils statistiques pour décrire des agrégats économiques. Et un autre élément qui est aussi important, c'est qu'on appelle la statistique mathématique. C'est ceux qui utilisent vraiment les outils mathématiques sophistiqués pour pouvoir comprendre des données, pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau d'une population, au niveau d'un échantillon. Et puis, un dernier élément qui est la jonction des trois éléments, qui est un peu la pointe actuellement qu'on appelle l'économétrie. Et je pense que certains d'entre vous sont déjà frottés à ça. Donc, c'est la jonction de l'économie, des mathématiques et des statistiques. Et ça fait, je dirais, quand on dit l'économie quantitative, en gros, c'est les trois éléments, les cercles bleus, rouge et vert. Donc, on peut faire l'un ou l'autre, mais lorsqu'on fait la jonction des trois, on tombe dans un autre domaine qu'on appelle l'économétrie. Mais l'économétrie, en gros, c'est la manière mathématique de travailler ce qu'on appelle l'économie quantitative. Donc, où on a des théories économiques, on prend euh, des données avec les échantillons qui fait de la statistique et on prend maintenant l'outil informatique pour essayer de les mesurer. Donc, en gros, ça fait ce qu'on appelle l'économie quantitative. Donc, ça, c'est une vue d'ensemble de ce qu'on appelle l'économie quantitative. Maintenant, c'est quoi ces avantages? Ces avantages, en fait, les avantages de l'économie quantitative, je dirais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'avantages. Mais deux éléments qui ressortent vraiment lorsqu'on parle d'économie quantitative, c'est la rigueur et la précision. Donc, comme tantôt je le disais, les mécanismes économiques, il y en a beaucoup. On a des théories par exemple, la première théorie pour ceux qui commencent l'économie, où on dit que la consommation dépend de son revenu. Donc, lorsque son revenu augmente d'une unité, comment, je veux dire, la consommation de l'individu va augmenter? C'est qu'on a avec les théories qui sont en arrière. Donc, ça, ce sont les théories. Maintenant, comment mesurer rigoureusement ces théories? Comment trouver ce qu'on appelle la propension marginale à consommer? C'est-à-dire que si mon revenu augmente de 1 dollar, ou bien, disons, 1 franc CFA, combien va augmenter ma consommation? Et pour mesurer cela, ça prend des outils précis, des outils qui sont très précis, très, très rigoureux. Et vous voyez donc, on a une théorie bien rigoureuse. On prend les mathématiques, l'outil mathématique pour essayer de quantifier. Et ensuite, on va vers les données pour essayer en fait, comment on appelle ça, de les mesurer. On ne peut pas dire de les estimer. Et ça forme les trois bulles que tantôt que nous avons vu, qu'on appelle l'économie quantitative. Donc, en gros, en termes des avantages, je veux dire, on va dire élémentaires, un, ça permet de modéliser les théories économiques, de pouvoir faire une inférence sur ce qu'on appelle les théories économiques. L'analyse, avec une analyse plus rigoureuse, on a aussi la compréhension des relations causales. Ça, c'est un élément très important aussi dans l'économie quantitative. C'est-à-dire, je veux dire, si on veut établir une relation entre deux éléments, je suis de formation macroéconomiste, donc les exemples que je vais prendre sont plus ou moins de macro, mais il y en a plusieurs exemples. Par exemple, on se dit, si comme on appelle, le gouvernement, je veux dire, fait telle politique, quel sera son impact sur le taux de pauvreté? Quel sera son impact sur les inégalités? Donc là, on parle de relations causales. Et l'économie quantitative est un outil adapté pour faire cela.
Il y a aussi les prévisions pour ceux qui travaillent dans les centres de prévision et la planification, qui est très important. Il y a en finance la quantification, la mesure des risques et la prise de décision, qui est un cours que le professeur aussi enseigne à l'Université Laval, qui est très important, qui permet aux entreprises comment prendre les décisions, ce qu'on appelle les décisions optimales en fonction du niveau de risque. Et il y a un autre élément qui est standard qui est autour de nous, c'est la promotion de la recherche au niveau académique. Donc, tout l'économie quantitative participe à tous ces éléments, raison pour laquelle je dirais que c'est la pointe actuellement de ce qu'on appelle l'économie. Maintenant, on va essayer de regarder rapidement c'est quoi les différentes branches de l'économie quantitative. C'est-à-dire, on a dit que c'est la jonction entre trois éléments, mais enfin, il y a les sous-branches. Une fois que les éléments sont joints, maintenant, il y a les sous-branches maintenant qui donnent ce qu'on appelle les différentes lignes de l'économie quantitative. Il y en a plusieurs. Ici, je donne quelques exemples. Je veux dire, l'ensemble n'est pas exhaustif. C'est juste donner un éventail de branches possibles en économie quantitative. Donc, vous allez voir que un premier, un, un premier élément, c'est ce qu'on appelle la macroéconomie, qui est ma branche principale à moi. Donc, la macro, en fait, vous savez qu'il y a beaucoup d'agrégats. Quand on dit macro, ça veut dire c'est l'économie dans son ensemble. Donc, dans son ensemble, donc, on prend la Côte d'Ivoire, on va regarder quels sont les éléments macroéconomiques qui importent beaucoup à la Côte d'Ivoire. Un exemple simple, c'est ce qu'on appelle le PIB, qui est le produit intérieur brut. Donc, en gros, c'est la production totale du pays. Donc, là, les économistes qui travaillent dans ce domaine, ce qu'on appelle les économistes quantitatifs, c'est de mesurer ce PIB, de voir comment le PIB évolue dans le temps. Et ça donne une bonne indication de ce que j'appelle la santé qu'on appelle ça, de l'économie. Donc, c'est très important. Vous allez voir que dans beaucoup de centres de recherche, ou dans beaucoup d'instituts ou dans le ministère, on essaie de mesurer l'évolution du PIB. Il y a l'inflation qui donne une indication du niveau de prix au niveau aussi de l'économie, qui est un élément très important. Il y a le taux de chômage qui est, je veux dire, pour voir le niveau d'emploi. Et dans d'autres pays, actuellement de la sous-région, vous voyez que c'est un élément qui revient tout le temps lorsqu'on parle de l'emploi des jeunes, le taux de chômage au niveau de la jeunesse. Donc, c'est très important pour une économie quantitative, lorsqu'on travaille dans ce domaine, de pouvoir s'intéresser à ces indicateurs. Donc, c'est ce que fera une économie quantitative dans le domaine de la macroéconomie. Il y a encore un autre secteur qui est aussi très important, qui est plutôt la micro. La micro, c'est, je veux dire, l'étude des constituants dans l'écosystème économique individuellement. Donc, par exemple, on peut s'intéresser au comportement des agents économiques, on peut s'intéresser aussi au comportement des entreprises, on peut s'intéresser, je veux dire, il y en a plusieurs éléments qu'on peut s'intéresser, mais c'est plutôt au niveau des composantes spécifiques. Même dans une entreprise, on peut regarder la maximisation de son profit, comment l'entreprise va faire pour diminuer ses coûts, pour rendre ses décisions optimales. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de la microéconomie. Et il y a une bonne partie des économistes quantitatifs qui travaillent dans ce domaine aussi. Donc, c'est une branche pour ceux qui sont vraiment intéressés à faire, je veux dire, à travailler sur les individus directement. Ça, c'est une branche aussi sur laquelle les gens peuvent regarder. Et il y a un autre élément aussi qui est en vogue actuellement. On n'en parle pas trop dans certaines universités, mais ce qu'on appelle l'économie du travail. Donc, les économistes qui sont là, ils essaient d'analyser. Souvent, ils font l'emploi, le chômage, mais ils le font souvent aussi de manière micro et macro. C'est-à-dire, ils peuvent regarder les emplois, les salaires au niveau de l'économie en général, mais ils peuvent les regarder aussi au niveau des entreprises individuellement. Donc, c'est un domaine dans lequel les économistes quantitatifs sont très présents et qui essaient de montrer je veux dire, ils essaient de faire pousser, de faire avancer ces domaines. Un autre domaine aussi, je trouve très intéressant et qui aussi prend de l'ampleur avec les différents systèmes de protectionnisme les pays essaient de mettre les barrières. Donc, l'économie internationale, ici, ça permet de voir en fait l'évolution des échanges commerciaux, comment
je veux dire, comment évoluent les échanges et puis comment un pays peut prendre une décision optimale par rapport, je veux dire, à ses autres partenaires, les flux de capitaux aussi, qui est un élément très important. Donc, l'économie internationale, actuellement, c'est aussi un des secteurs, une des branches de l'économie quantitative qui est très en vogue actuellement aussi. Et tout naturellement, il y a le domaine de la finance, qui est, je pense que le webinaire sur la finance quantitative a dû toucher beaucoup à ça. Donc ici, c'est là où l'économie et la finance se rencontrent. Donc, ça aussi, ça examine les décisions sur le marché financier, le comportement des entreprises, le comportement des investisseurs. Donc, les gens essayent comme on appelle, il y a une bonne partie des économistes quantitatifs aussi qui exercent dans ce milieu-là, qui est une branche aussi très, très, très importante. Et un autre élément qui est l'économie environnementale. Je pense que vous êtes tous au courant que actuellement, je veux dire, les changements climatiques, l'environnement, euh, je veux dire, c'est devenu le sujet maintenant dont tout le monde en parle. Et je me souviens que à la Banque africaine, nos dernières éditions des perspectives économiques, on s'est focalisé vraiment sur les changements climatiques. Parce que on a vu que beaucoup de pays africains sont impactés par ces changements climatiques, mais ces pays ont très peu de solutions. Donc, tout naturellement, les économistes quantitatifs beaucoup sont orientés dans le domaine afin de pouvoir mesurer et comprendre ce qui se passe dans ce domaine. Et maintenant, une fois qu'on a compris, en fait, pour revenir au niveau des branches, c'est pas, il y en a plusieurs il y en a plusieurs branches. Ici, je donne juste quelques exemples. Donc, il y en a plusieurs. Et maintenant, une fois qu'on a compris que, on a vu la définition de l'économie quantitative, on a vu les différentes branches, comment, en fait, dans quelle branche on peut s'orienter. Maintenant, c'est quel est le métier? Quand on dit un économiste quantitatif, quel est le métier qu'il fait en réalité? Donc, pour voir l'ensemble des métiers, il y en a, comme je disais tantôt, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de métiers qui s'offrent aux économistes quantitatifs. C'est un métier, je veux dire, lorsqu'on est bon, le taux de chômage est presque zéro, ou bien je dirais que le taux de chômage est rendu au taux de chômage naturel dans ce milieu. Lorsqu'on est bon, parce que c'est un secteur qui est en vogue, tout le monde en demande. Donc, un premier métier, c'est ce qu'on appelle les enseignants-chercheurs, le métier qu'exerce le professeur Soumaré. Donc, je veux dire, je dirais plutôt que c'est le métier de prédilection. Mais bon, ça prend beaucoup comment on appelle, d'aptitude, beaucoup de motivation. Et c'est un métier aussi qui permet de faire avancer la recherche, avancer les connaissances dans le milieu de l'économie quantitative. Un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les économistes de recherche appliquée. Et je me définis un peu plus tôt dans le deuxième élément. Donc, nous sommes dans certaines institutions. Donc, nous, ce que nous faisons, nous n'essayons pas de pouvoir trop challenger les théories. Souvent, on va les adopter. Souvent, on va les faire avancer un peu, mais avec de manière empirique. C'est en les testant et puis en essayant de voir si certaines hypothèses marchent ou ne marchent pas. Donc, c'est l'un des métiers des économistes quantitatifs. Je dirais que c'est le métier où peut-être qu'il y a emploie, où on va trouver beaucoup plus d'économistes quantitatifs. Un autre métier aussi, c'est ce qu'on appelle les ingénieurs statisticiens ou les ingénieurs statisticiens économistes. Donc, ceux-là, ce sont les ingénieurs économistes qui connaissent beaucoup la statistique et l'économie. Donc, vous allez trouver ces étudiants en Côte d'Ivoire dans l'école qu'on appelle l'NCA, où moi-même j'ai été formé, et les étudiants maintenant qui sortent maintenant de l'Université Soumaré, où j'ai aussi la chance de partager quelques enseignements avec les étudiants. Donc, en gros, on essaie d'outiller ces étudiants-là qui sortent avec les concepts économiques, avec la statistique et avec l'économie. Donc, ceux-là vont travailler comme les ingénieurs statisticiens. Vous allez les voir dans les banques centrales, vous allez les voir dans les ministères. Et c'est eux qui font ce qu'on appelle les études économiques, les études financières, qui font des projections, en gros, qui conseillent nos dirigeants. Et il y a un autre élément qu'on appelle l'analyste, ce qu'on appelle un analyste quantitatif. Donc, vous allez les voir beaucoup plus tôt dans les banques. En général, lorsqu'on sort des universités comme le Soumaré avec un master ou de l'NCA, on va être employé comme un analyste quantitatif. Ça peut se faire dans les banques, ça peut se faire dans les entreprises d'assurance où on essaie d'appliquer les outils quantitatifs.
les outils de l'économie quantitative qu'on a appris pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir orienter nos différents, on va dire, nos gestionnaires au niveau de la prise de décision. Et puis, un autre aussi où on trouve aussi des gens, ce qu'on appelle l'économétrie. Donc, tantôt, j'ai dit que lorsque les trois se rencontrent, ça tombe dans un domaine qu'on appelait l'économétrie. Et vous allez trouver en général, on va les voir dans le milieu académique, mais il y a aussi beaucoup comment on appelle, même dans les secteurs de la finance, les secteurs de la gestion des fonds de pension. Vous allez voir des gens, des économètres purs. Donc, eux, ils emploient beaucoup ce qu'on appelle les méthodes économétriques. Donc, ils vont regarder les méthodes statistiques avec les données, ils vont les combiner avec les méthodes mathématiques et essayer de confronter certaines théories financières ou économiques. Donc, vous allez voir certains qui s'appellent, ils vont se dire que je suis un économètre, mais en gros, c'est un économiste quantitatif. Quelqu'un va se dire que je suis un analyste quantitatif, mais en gros, c'est un économiste quantitatif. Donc, on les appelle tous cela des e-quants. Un ingénieur statisticien économiste, c'est un e-quant. Un chercheur, je veux dire, un économiste de recherche, c'est un e-quant. Et un enseignant à l'université, à la base, c'est un e-quant. Je veux dire, dans le domaine, c'est un e-quant d'abord. Et maintenant, lui, son rôle, c'est d'enseigner et de faire avancer les théories économiques. Il y a aussi un autre domaine qui vient de prendre l'essence, ou bien je veux dire, qui s'est beaucoup consolidé dernièrement, qu'on appelle les data scientists. Donc, c'est arrivé avec l'avènement des grandes bases de données et aussi avec les outils, je veux dire, informatiques qui sont maintenant de plus en plus sophistiqués. Donc, vous allez voir dans plusieurs entreprises des gens qui ont dit, je suis data scientist, même à la sortie de l'NCA ou bien même de l'université sont issus que les gens qui vont sortir en master en économie, certains auront, je veux dire, la connotation de data scientist. Donc, c'est ceux-là qui vont travailler sur des grands ensembles de données avec des méthodes d'économie quantitative. Donc, ils sont très recherchés aussi et c'est un domaine aussi en vogue, mais qui demande un peu la connaissance des outils informatiques et autres. Et il y a aussi un autre domaine, ingénieur financier, qui est, qui est un peu lié à ce qu'on appelle les analyses quantitatives qu'on a vu tantôt. Mais l'ingénieur financier, lui, en général, il va sur le marché financier. Ce qu'on appelle en guillemets les traders, ce sont des ingénieurs financiers. Ce sont des gens qui s'amusent à créer des produits dérivés innovants, qui font la gestion des actifs. Donc, on va les voir beaucoup plutôt ce qu'on appelle le front office au niveau de certaines entreprises, certaines boîtes financières. Donc, c'est les gens je veux dire, qui essaient de fructifier le capital d'une entreprise. Et il y en a aussi ce qu'on appelle les développeurs de logiciels. Quoique ce sont les ingénieurs, ce sont les e-quants, désolé, les e-quants, mais ce sont les e-quants qui sont focalisés sur le côté informatique, sur le côté de développement des produits informatiques pour pouvoir améliorer les prises de décision, que ce soit au niveau finance ou au niveau économique. Vous allez voir que sur le marché financier, il y a des logiciels pour faire des placements. Il y a des logiciels pour essayer de voir, pour comprendre quel est comment on appelle, quelle est la meilleure décision pour une entreprise ou bien pour un gestionnaire de fonds. En économie aussi, il y en a beaucoup de ces domaines, de ces développeurs de logiciels. Par exemple, on peut faire les entreprises qui font, ou bien les ministères qui font des prévisions. Il y a des gens qui ont développé des logiciels financiers ou économiques, des logiciels informatiques qui permettent de faire ces prévisions, qui permettent d'améliorer ces prévisions. Donc, ceux-là, on va les appeler les développeurs de logiciels financiers. Et c'est un domaine aussi très en vogue pour les gens qui emboîtent les métiers d'économiste quantitatif. Il y a aussi un dernier élément que je voudrais citer, c'est ce qu'on appelle les stratèges en investissement quantitatif. Donc, les gens qui permettent de faire les investissements, en fait, qui développent des stratégies d'investissement à partir de l'analyse des données, à partir des outils informatiques, à partir d'autres choses. Donc, vous voyez que ce qu'on appelle les métiers d'économiste quantitatif, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que je disais tantôt que le taux de chômage dans ce domaine est presque, lorsqu'on est bon, est presque nul parce que en réalité, c'est un domaine qui est tellement florissant et qui s'agrandit au jour le jour. Donc, et les problèmes de fait, je veux dire, dès qu'on résout un autre problème naît
Et le rôle des économistes quantitatifs, c'est d'apprécier le problème et de pouvoir donner des solutions à partir des outils euh, quantitatifs qui possèdent de la connaissance du secteur économique et sa maîtrise de la statistique. Donc, ce sont des éléments qui permettent d'avoir plusieurs en fait, types de métiers. Et vous allez aussi voir d'autres qui sont dans d'autres domaines que je n'ai pas cités ici, même dans le domaine de la santé. Vous allez voir beaucoup de ce qu'on appelle les e-quants qui sont là. Et j'ai même enfin, j'ai des amis qui, enfin, leur rôle, c'est de développer des logiciels pour le secteur de la finance. Le secteur, pardon, de la santé. Donc, ils développent des logiciels pour le secteur de la santé, qui est purement au niveau de la santé, mais en réalité, ils ont leur base, ce qu'on appelle leur background, c'est des e-quants, mais qui se sont orientés au niveau de la santé. D'autres vont s'orienter complètement dans des domaines qui sont comme l'informatique pure, dans d'autres domaines qu'on ne peut y penser, mais en réalité, c'est que leur formation de base, c'est les e-quants. Et ça offre beaucoup de perspectives pour les étudiants qui embrassent ce secteur. Maintenant, une fois on a vu, en fait, on a compris la définition, on a vu comment on appelle les avantages, les différentes branches enfin, qu'offre l'économie quantitative et aussi les métiers, les différents métiers que l'économie quantitative peut occuper. Dans quel secteur maintenant ces économistes quantitatifs-là, où on les retrouve, où peuvent travailler? Je pense que c'est une question que le public aussi attend beaucoup et je pense que c'est l'un des éléments importants. C'est bien de faire une formation de e-quant, mais c'est bien aussi de savoir, après ma formation de e-quant, où est-ce que je me retrouve, qu'est-ce que je fais avec tous ces bagages que je viens d'accumuler. Et je vais en partager quelques-uns. Il y en a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels les e-quant interviennent. J'ai aussi touché quelques-uns des secteurs lorsque je parlais des branches, mais il y en a beaucoup de secteurs. Et un des éléments, comme je disais tantôt, c'est les universités. Donc, vous allez trouver beaucoup de e-quant dans les centres universitaires, dans les universités de pointe, qui vont faire, dans les centres de recherche, dans les entreprises de consulting. Donc, ceux-là, on va dire, ils sont ce qu'on appelle à la frontière de la connaissance de l'e-quant, à la frontière de l'économie, à la frontière de la statistique, à la frontière des mathématiques, et en gros, à la frontière de l'économétrie. Donc, ils font pousser la recherche à ce niveau. Et il y en a d'autres, beaucoup de e-quant que vous allez retrouver aussi dans les organisations internationales. Donc, il y a tel que la Banque mondiale, il y en a beaucoup. Et il y a le FMI, il y a l'Organisation mondiale du commerce qui emploie beaucoup pour ceux qui font du commerce international. Et il y en a aussi beaucoup qui sont à la Banque africaine de développement. Vous allez avoir beaucoup à la CEDEAO, Afristat, BOAD, BCAO, UEMOA, il y en a beaucoup. Euh, Même la BEAC aussi, en Afrique centrale, il y en a beaucoup. En fait, toutes les organisations internationales, vous allez voir que les e-coins occupent des places des places de premier plan. Parce que c'est eux, en réalité, parce que eux, ils maîtrisent trois domaines clés qui permettent de faire avancer les choses. La connaissance de l'économie, la connaissance des outils mathématiques et la connaissance de la statistique. Donc, ça fait tout ce qu'ils disent sont mesurables, en quelque sorte. Tout ce qu'ils disent sont vérifiables. Et ça permet quand même de pouvoir se fier à eux parce qu'ils permettent aux entreprises de faire des décisions très fiables, des décisions qu'on peut documenter, qu'on peut vérifier. Donc, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de l'institution, de l'organisation internationale, qui est une des places où, je veux dire, en fait, où beaucoup de e-quants sont. Il y a aussi les instituts de statistiques et de démographie qui emploient aussi beaucoup de e-quants. Parce que, comme je disais, l'e-quant, c'est celui qui connaît bien les outils statistiques, mais qui a une bonne compréhension de l'économie. Donc, ceux-là, dans l'institut de statistiques, c'est eux qui vont permettre même ceux qui mesurent l'inflation au niveau des pays, ceux qui donnent les chiffres au niveau du PIB, les chiffres au niveau du taux de chômage. En réalité, beaucoup vont appartenir dans l'Institut de statistique. Donc, qui est un des secteurs clés pour les gens qui finissent le e-com. Donc, quelqu'un qui finit un master à l'université Soumaré, il peut se retrouver, il peut un centre de recherche, il peut aller poursuivre ses études pour un doctorat, pour enseigner à l'université, il peut se retrouver au FMI, à OMC, à la BAD,
Et il peut aussi se retrouver aussi dans l'institut de statistique comme chez nous au pays, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays de la sous-région. Et, et ça l'est, en fait, dans ce secteur-là que je cite, parce qu'il y en a plusieurs secteurs, mais les secteurs que je cite, c'est là où on les retrouve et là où ils sont en premier plan, ou là où ils excellent beaucoup. Et un autre élément, c'est les organismes publics, qui est en fait les différentes, je veux dire, composantes des gouvernements. Donc, il y a le ministère de l'économie, où il y en a beaucoup, ministère du plan, ministère des finances, ministère du commerce. On va trouver beaucoup de e-comptes dans ce secteur-là. Et ils sont toujours au premier loge, parce que ce sont ces e-comptes-là qui permettent, je veux dire, en général, même lorsque les ministres vont dans les séminaires, lorsqu'ils vont, ils ont toujours un e-compte à côté d'eux. Toujours, un peu comme on va dire le sac à main, parce que c'est celui qui permet de l'orienter. C'est lui qui permet d'éclairer toutes ces prises de parole. Parce qu'en réalité, tout ce que lui dit, tous les conseils qu'il donne, ce sont des conseils qui ont des outils en arrière, qui sont mesurables, qui sont vérifiables et qui sont toujours testés avec les données. Raison pour laquelle tout le monde se fie. Je veux dire, on leur fait confiance. Et même, je vous fais aussi une confidence, quand vous allez, je veux dire, dans des organisations comme le FMI, la BAD ou la Banque mondiale que je connais, vous allez voir que dans le bureau du président, ou dans les bureaux du chef économiste, il y a toujours des e-comptes autour d'eux. Toujours. Et lorsque arrive l'écriture disons, des différents, ce qu'on appelle les talking points, c'est les prises de parole de ces grands managers. En réalité, c'est celui qui le fait, celui à qui on s'adresse, c'est les e-comptes. Parce qu'il va donner les orientations aux managers, mais des orientations mesurées et mesurables. Il y a le secteur bancaire aussi et les assurances, qui est beaucoup l'assurance. C'est enseigné aussi à l'Université Soumaré, donc il y a le secteur de l'assurance, le secteur de la finance, mais il y a des e-quants qui se retrouvent aussi dans ces différents secteurs pour retrouver je dirais, leurs frais d'âme au niveau qui sont en assurance, qui sont au niveau du secteur bancaire. Donc, il y a plusieurs institutions qui emploie c'est les e-quants. Au niveau lorsqu'on va arriver dans la section des questions, on pourra aussi peut-être reprendre d'autres exemples où on retrouve les e-quants et pour essayer de voir, en fait, d'avoir plusieurs options où est-ce que vous pouvez travailler lorsque vous finissez la formation des e-quants. Mais comme je dis, vous êtes les tops au niveau de ce que j'appelle le marché de l'emploi. Lorsque les outils sont bien maîtrisés, il n'y a pas de raison de ne pas arriver au sommet après quelques années dans le domaine. Et après, maintenant, lorsqu'on a vu, c'est sûr qu'il y a, en termes d'emploi, ce que j'appelle les emplois naturels, ça reste. C'est-à-dire que les gens, je veux dire, c'est que en fait, les emplois, ce qui fait les e-coins dans les centres universitaires, dans les institutions internationales, ces emplois-là restent. Mais ici, je donne juste quelques perspectives avec l'évolution du marché du travail, l'évolution des différents, on va dire, des différentes problématiques. Donc, quelles sont les perspectives pour la formation des e-coins? Et les perspectives, comme je dit tantôt, naturellement, la formation naturelle et le travail naturel que fait les e-coins. Ça change pas, ça reste toujours. Mais en termes de perspective, il y en a quelques éléments que je voulais aussi partager avec vous. Il y a un domaine aussi qui est maintenant remis en cause, qu'on appelle la macroéconomie, où les e-coins aussi, où je me dis que dans le futur, on aura beaucoup besoin encore des e-coins. Parce que vous savez qu'avant, pour ceux qui ont fait un peu la macro, il y a ce qu'on appelle les politiques monétaires, politiques budgétaires. Ces politiques-là, on avait des connaissances avant. On savait que si, par exemple, le taux d'inflation dans un pays, en fait, le niveau des prix est très élevé, on sait que pour arranger ça, il faut augmenter le taux d'intérêt. Et pour faire ce qu'on appelle je veux dire, la politique monétaire. Mais toutes ces politiques-là, vu la complexification je veux dire, de l'environnement économique, ces outils-là, maintenant, beaucoup ne marchent plus. Il y avait des relations entre
le taux d'inflation et le taux de chômage qu'on connaissait comme la courbe de Phillips, qui marchait beaucoup dans des théories qu'on connaissait beaucoup au niveau de la macroéconomie. Mais avec la complexification, cette théorie ne marche pas. Donc, on a besoin de d'autres types d'outils. On a besoin des e-coins pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir réorienter ce secteur de la macroéconomie, que je pense que dans l'avenir, beaucoup de e-coins peuvent se retrouver là-bas. Il y a le domaine de ce qu'on appelle les big data. Donc, c'est le domaine des gens qui travaillent sur beaucoup de données. Vous allez voir que maintenant, avec l'avènement de l'informatique, parce qu'avant, on n'arrivait pas à traiter les données. Je me souviens que lorsque je faisais l'économie, mon professeur me disait qu'avant, même qu'on avait 10 années ou 15 années pour faire des inférences avec ces différentes données-là, c'était tellement compliqué. Mais maintenant, avec je veux dire, avec l'informatique, il suffit seulement de rentrer dans le logiciel et puis en quelques secondes, vous avez les résultats. Ce qu'avant, on ne pouvait pas faire. Donc, ça fait que ça a créé un engouement au niveau des données. Donc, vous allez partir il y a ce qu'on appelle des entreprises, même souvent en finance, qui ont des données, par exemple, l'évolution des actions, des données même journalières, des données à la seconde, tout ça fait des millions de données par jour, par minute. Donc, pour les traiter, on a besoin des outils sophistiqués. Ce domaine, on appelle Big Data. Et je pense que dans l'avenir, c'est un domaine aussi qui va créer beaucoup d'emplois pour les e-quants. Il y a le domaine de l'intelligence artificielle. En réalité, les mieux outillés sur ce marché-là, c'est aussi les e-quants, parce qu'ils ont la formation nécessaire, la compréhension de l'économie, de la mathématique et des statistiques et de l'informatique. Donc, ceux-là, ils sont d'office mieux qualifiés même que les informaticiens purs, parce qu'eux, ils viennent avec la connaissance informatique et statistique, mais en plus de ça, ils connaissent les mathématiques et ils connaissent l'environnement économique. Donc, ils arrivent beaucoup à exceller dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je pense que dans l'avenir, c'est un des domaines qui va prendre beaucoup de e-coins. Il y a aussi le domaine de ce qu'on appelle la fintech, qui est l'essor de la finance technologique. Vous allez voir même ce qu'on appelle, en général, actuellement en Côte d'Ivoire, les gens ont des cartes de crédit, ils peuvent faire des achats en ligne, ils peuvent acheter des choses juste avec une carte de crédit. Mais ça, ce qui est en arrière, c'est du grand travail qui est en arrière. Et le travail qui est en arrière, c'est fait en général par les e-coins, ce qu'on appelle la fintech. Donc, c'est un domaine aussi, je me dis, je veux dire, vous connaissez tous le niveau de taux de bancarisation des pays de la sous-région qu'on juge assez faible actuellement. Donc, il va y avoir, avec l'essor de la globalisation, la création des secteurs économiques, des groupes des régions économiques. Donc, en gros, à un moment donné, on va avoir besoin beaucoup plus des innovations au niveau de la fintech. Et ceux-là qui peuvent faire ça sont les e-coins. Il y a l'économie comportementale, qui est un domaine, on n'en parle pas beaucoup parce que ça, je veux dire, c'est c'est assez complexe parce que ça demande des outils vraiment sophistiqués. Mais de plus en plus, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la finance comportementale, l'économie comportementale, qui maintenant, qui prend beaucoup de l'ampleur à cause de son importance, à cause de sa capacité à pouvoir modéliser et comprendre les phénomènes. Donc, c'est un domaine aussi d'avenir pour les e-quants et pour ceux qui ont de l'intérêt dans l'introduction des comportements humains, comportements d'entreprise dans les décisions économiques. Et un dernier élément que je voulais aussi mentionner, c'est ce qu'on appelle l'économie verte, l'économie environnementale. Donc, en gros, avec, je veux dire, l'avènement des changements climatiques, l'impact des changements climatiques et comment est-ce qu'on peut, je veux dire, régler tous ces problèmes, ça fait naître aussi je veux dire, un autre domaine qu'on appelle le domaine de l'économie environnementale. Et les e-quants aussi sont beaucoup s'orientent. Je me souviens lorsqu'on a fini à l'NCA, la même année, nous sommes allés au Canada et en fait, de nos promotionnaires est allé dans le domaine de l'économie environnementale. Aujourd'hui, les professeurs d'économie au niveau, en fait, ils travaillent sur des questions des changements climatiques. Et vous allez voir que lorsque vous ouvrez l'ensemble des documents qu'ils produisent,
vous allez voir que la base, c'est ce qu'on appelle les comptes, c'est la mathématique, c'est la statistique et c'est les connaissances de base en économie. Donc, voici les 5 éléments que je voulais mentionner. On aura le temps aussi de parcourir d'autres éléments dans la séance des questions. Maintenant, une fois qu'on a partagé un peu les différentes perspectives, c'est bien vrai, bon, c'est un secteur qui emploie beaucoup, un secteur d'avenir, un secteur qui est très important. Et, et comme tantôt M. Ibrahim le disait, c'est presque un peu pas très connu dans notre sous-région. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait que ça fait intervenir des outils sophistiqués, mais ça commence je veux dire, à prendre de l'ampleur. Et vous allez voir que si vous finissez l'économie sans comprendre, sans être un e vous allez voir que c'est un peu comme, je dirais, quelqu'un qui se paume. C'est comme, je veux dire, un manchot en quelque sorte. Donc, vous marchez, mais vous, en réalité, vous n'avez pas d'outils. Tout ce qu'on vous dit oui, oui, oui. Vous ne pouvez pas dire autre chose parce que vous n'avez pas de, comment on appelle, de capacité de pouvoir challenger ce qui se passe à côté de vous. Donc, lorsqu'on vous dit quelque chose, vous ne faites que répondre oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que les e sont les tops. Mais qu'est-ce qu'il faut pour embrasser cette carrière de e Ça prend beaucoup d'éléments. On en a vu certains dans la présentation, mais je vais faire quand même un petit recap de qu'est-ce qu'il faut de l'ensemble des éléments pour embrasser une bonne carrière de e Un des éléments qu'il faut, je pense que c'est le premier élément, ce qu'on appelle la compréhension et la connaissance des théories économiques. Il faut comprendre les théories économiques, il faut comprendre les théories financières. Et ça, en réalité, l'ancienne économie ou l'ancienne finance, c'est comme ça qu'on a enseigné. C'est la compréhension des théories qui sont déjà passées. Mais comment pousser la théorie? C'est là que les e-quant interviennent maintenant parce qu'ils peuvent challenger les anciennes théories et pouvoir les mettre à jour ou pouvoir créer d'autres nouvelles théories. Et deuxième élément qui est très important, c'est les compétences en mathématiques et en statistiques. Et j'aime souvent prendre un peu, en fait aussi, mon exemple aussi, peut-être ça peut permettre de souligner cela. Nous, on est rentré dans l'e-compte. Je peux dire, vous avez je veux dire, l'avantage de pouvoir en discuter, avoir je veux dire, avec l'avènement des réseaux sociaux, de comprendre ce qui c'est. Mais nous, on est parti, je veux dire, presque à la chance. Parce que moi, j'ai commencé ma formation presque comme, je veux dire, comme mathématicien. Les mathématiques, c'est ce que je faisais. Après le baccalauréat série C, je suis parti à l'INP, ce qu'on appelle les classes préparatoires mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Et rien, donc, je n'avais pas de prédilection à revenir à faire ce qu'on appelle l'économie. Tout le monde s'attendait à ce que qu'on appelle ça qu'après, on aille dans les secteurs mathématisés, sophistiqués. Mais après, on s'est retrouvé à l'NCA, où on a commencé à apprendre l'économie et en même temps l'informatique. Donc, du coup, c'est comme si on est tombé par grâce sur ces 3 éléments qui forment l'économie quantitative. Et c'est là que je dis, vous avez aussi beaucoup de chance pour votre génération avec l'avènement de l'université Soumaré où le professeur maintenant, avec toutes ses connaissances, il essaie de ramener je vais dire, euh, ces formations-là à vous. Nous, on est parti l'attaque, on l'a attaqué par chance. Mais maintenant, ces formations-là viennent maintenant vers vous. Ce qu'on a pour pouvoir devenir des meilleurs économistes quantitatifs. Donc, il faut avoir de bonnes compétences en mathématiques. Donc, on peut commencer directement son bachelor ou sa licence en économie, mais il faut travailler beaucoup les mathématiques et les statistiques après avoir compris les théories économiques. Et puis, un troisième bloc, c'est la maîtrise des outils et les logiciels d'analyse de données. Donc, ce qu'on appelle l'outil informatique, la programmation. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, quelque chose qu'il faut beaucoup, beaucoup. Parce que si vous êtes un économiste, un e-quant, qui connaît les statistiques, les mathématiques, l'économie, mais qui ne peut pas utiliser l'outil informatique, vous comprenez que vous ne pouvez pas mesurer ce que vous faites. Et ça va vous limiter sur le marché du travail. Donc, raison pour laquelle, lorsque la formation s'ouvre, déjà en licence, il faut déjà s'approprier des théories économiques, des théories mathématiques et statistiques. Et la formation de Soumaré, quand vous regardez les différents modules, les différents qui sont offerts, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cours de mathématiques. Et une des étudiantes m'a posé la question, mais monsieur, mais pourquoi il y a beaucoup de mathématiques dans le cours d'économie?
J'ai dit en réalité, vous êtes des e-quants. Vous n'êtes pas les économistes standards conformes qu'on trouve on trouvait dans la rue avant de des e-quants. Donc, vous formez pour mesurer votre décision. Vous ne parlez pas dans le vide. Vous mesurez ce que vous dites. Et il faut aussi avoir une bonne capacité d'adaptation au niveau de technologie. Il faut comprendre l'informatique, comprendre tout, mais il faut avoir l'esprit qui est ouvert pour pouvoir toujours vous renouveler, toujours vous mettre à jour au niveau de ce qui se passe, la complexification des théories économiques, des outils statistiques et même la mathématique. Comment utiliser de nouvelles théories pour faire avancer. Et un dernier élément qui est aussi très important, c'est les compétences linguistiques. Et que ce soit en français, il faut savoir bien écrire parce que, comme je vous ai dit, c'est un domaine, en réalité, c'est y compte dans les organisations ou dans n'importe quel secteur, ils vont conseiller à la prise de décision. Mais il faut pouvoir communiquer correctement ce que je veux dire, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a. Et l'anglais, je vais un peu insister là-dessus. C'est un élément aussi très important. C'est vraiment, je veux dire, lorsque vous avez maîtrisé ce qu'on appelle les trois parties de l'e-compte, donc les trois steps qu'on nous avait au début. Lorsque vous avez maîtrisé cela, qu'est-ce qui va vous faire la différence entre vous et les autres e-comptes? C'est votre capacité à vous exprimer en anglais, à écrire en anglais. Et je vous prends l'exemple, moi, ça fait peut-être 15 ans, 16 ans que je suis dans le domaine, mais je dis partout où j'ai travaillé, à part peut-être une petite parenthèse au ministère des Finances du Québec, en réalité, dans tous les secteurs où j'ai travaillé, tous les rapports s'écrivent en anglais. Et même les réunions, et même tout se fait en anglais. Dû à la Banque africaine de développement, souvent je prends des documents, je dis je vais écrire en français, et puis après je me perds, je commence à écrire en anglais, parce que c'est la langue de prédilection pour tout ce que nous faisons. Raison pour laquelle j'ai toujours insisté lorsque je donne des cours à l'Université Soumaré aux étudiants que un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la maîtrise de l'anglais pour pouvoir faire la série sur le gâteau de l'économie quantitative que vous apprenez. Et donc, ce sont les éléments que je veux partager. Je vais faire un petit recap rapidement en termes de, disons, conclusion, parce que je pense que j'ai épuisé presque voilà, le temps qui m'a été alloué. Donc, pour conclure, je dirais que l'économie quantitative, en fait, c'est un domaine, j'ai mis ce qui est important en bleu. C'est un domaine qui, je dirais, incontournable. Parce que ce soit un domaine de la santé, domaine de la finance, partout, on a besoin d'eux. Parce que maintenant, on veut tout mesurer, on veut tout comprendre. On veut pouvoir anticiper. Anticiper veut dire, on a besoin de quelqu'un pour nous mesurer, qui connaît les théories, qui peut mesurer et qui peut nous permettre de pouvoir nous orienter. Donc, ça devient un domaine qui est incontournable. Et toute université, je veux dire, sérieuse en fait, doit pouvoir intégrer ça dans la formation. Parce que c'est ça qui fait la différence au niveau du marché du travail. Vous avez, pour ceux qui sont à l'université Soumaré, vous avez la chance que le professeur lui-même, il est imbibé de ça. Et ça permet quand même, je veux dire, de pouvoir renforcer sa formation, les différents cours qu'il essaie de mettre en place. En réalité, ce sont les cours, ce sont les puzzles qui permettent de vous faire, pour vous bâtir, pour devenir des e-quants, je veux dire, attrayants, de bons e-quants sur le marché. Je dirais aussi que c'est un domaine qui est très passionnant, mais challengeant. Challengeant veut dire beaucoup de difficultés, beaucoup de complexité. Donc, il faut avoir beaucoup d'attitude et de motivation pour surmonter ça. Il faut être motivé, il faut bien comprendre cette théorie mathématique, bien comprendre cette théorie statistique, ces outils économétriques, il faut bien les maîtriser. Et il faut aussi avoir une bonne capacité de s'exprimer dans les différentes langues aussi, anglais, français. En réalité, ça va vous suffire dans les différences pour travailler. Et quel est mon conseil pour les jeunes étudiants qui veulent, ou bien même quelques experts qui sont dans le domaine? Je dirais que dans le domaine de l'e-quant, un élément qui est important, c'est de travailler dur. Et rien n'est vraiment impossible. Je me souviens que j'ai eu souvent à le dire, certains amis, moi, on a découvert ce qu'on appelle l'outil informatique presque lorsqu'on est arrivé à l'université. Et lorsqu'on est arrivé à l'université, on a embrassé je veux dire, la formation des e-quants. Il faut savoir déjà très bien programmer. Mais lorsque vous vous battez à taper, à maîtriser un clavier,
Et vous devez en même temps maîtriser la programmation. Vous faites que ça fait un double challenge. Mais je me dis qu'avec le travail dur, beaucoup de personnes ont su surmonter ça. Et je pense que mon conseil, ce serait de travailler très dur et savoir que tout est possible avec l'effort et la volonté. Maintenant, un élément aussi, je trouve très important lorsqu'on va embrasser une carrière de e-com, c'est d'avoir des grands modèles de réussite. C'est d'avoir des personnes sur qui, moi, je me souviens qu'aujourd'hui, je fais une confidence au prof. Lui, il était vraiment ou je dirais l'un des modèles que nous avions on était à l'NCA. Parce que on parlait tous de ses prouesses. Et qu'est-ce que nous voulons faire? On voulait ressembler. Et chaque jour, malgré que la connexion Internet en ce moment donné ça coûtait cher, je me souviens que j'allais souvent me connecter dans les cybercafés pour juste regarder son profil, pour juste regarder ce qu'il fait. Et ça nous galvanisait, disait que bon, il fait ça, il fait ça. Qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour réduire le gap qui est entre lui et nous? Et aujourd'hui, nous travaillons ensemble, mais il continue toujours d'être un modèle, quelqu'un sur qui je veux dire, je m'inspire, quelqu'un qui permet, en fait, qui m'inspire, qui donne toujours la motivation. Donc, il faut avoir quelqu'un, il faut avoir des modèles. Et vous avez la chance de travailler, d'être dans l'université où notre modèle a été. Et donc, vous avez la chance, je disais à un étudiant une fois, est-ce que vous l'avez déjà vu? Il dit, ah oui, on l'a vu quelquefois. Mais il répondait d'une manière glacée, il dit, mais est-ce qu'ils évaluent la chance qu'ils ont de côtoyer des gens que nous, à notre temps, on avait comme modèle, mais en fait, qu'on ne voyait pas. Donc, je vous dirais qu'aux étudiants qui veulent embrasser cette carrière-là, c'est d'avoir des modèles. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de jeunes, des Africains ou même, ce n'est pas des Africains, qui excellent dans le domaine des e-coin. C'est d'avoir des modèles. Si vous pouvez les approcher, envoyez-les des emails, posez-les des questions et ils vont vous éclairer. Et ça vous permet de pouvoir, à vous devenir des bons e-coins sur le marché financier. Donc, c'est l'ensemble des éléments que je voulais partager. J'espère que ça répond plus ou moins à vos questions. Nous avons la séance de questions pour revenir sur des points qui n'ont pas été bien débattus. Donc, je dirais merci beaucoup à M. Ibrahim. Merci au professeur Soumaré pour aux journées portes ouvertes. Et c'était un plaisir pour moi de partager ces différents éléments avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Foucault, pour cette présentation magistrale. C'était vraiment assez détaillé, riche en informations, et puis en compréhension. C'était vraiment très bien expliqué. Je crois, donc, on va demander au public, là, s'ils ont des questions. Allô? Pour poser des questions, vous n'avez juste en bas de votre écran, demandez la main et on vous donnera la parole. OK. Professeur Soumaré, vous avez la parole. Oui, ok, merci beaucoup Ibrahim. En tout cas, merci beaucoup vraiment Alassane hein, pour cette présentation. En tout cas, et puis écoute, là, l'objectif aussi qu'on vise hein, à travers ce genre d'intervention des personnes comme toi, c'est qu'il faut que les jeunes aient des modèles aussi, qui voient en fait là, qui sont capables de voir des gens qui évoluent dans les mêmes milieux que eux. C'est-à-dire qu'au pays, qui ont évolué dans les mêmes environnements, qui ont fait les mêmes écoles, qui sont allés à l'école publique, en tout cas, qui ont pu avoir le bac en Côte d'Ivoire. Et après aussi, en fait, après, qui ont travaillé très dur et qui sont arrivés à des sommets à l'international qui brillent, en fait, là. Donc, ils voient que ces modèles-là, c'est possible, que ce n'est pas des choses qui ne sont pas atteignables aussi. Et j'espère bien qu'en tout cas, qu'ils apprennent un peu de tout ça. En tout cas, merci beaucoup vraiment, en tout cas, d'avoir fait le tour, de bien expliquer un peu qu'est-ce qu'un e-compte veut faire. Enfin, c'est comme si j'ai même bien envie, moi, de changer de la finance à l'économie, finalement, en tout cas tellement que c'était intéressant. Mais j'aimerais que Alessandre, s'il peut revenir un peu, en tout cas, moi, ce qui est des questions pas particulières, mais s'il peut revenir un peu sur les différentes parties où tu es passé. Par exemple, je sais que tu es passé dans plusieurs structures, par exemple à la Banque du Canada, que je n'avais même pas mentionné tantôt, à la CDAO, en tout cas à la Société canadienne d'hypothèque et logement, à la BAD, à l'OCDE. Si peut-être chacune de ces structures-là, tu peux nous dire brièvement qu'est-ce que tu faisais comme en fait emploi dans chacune de ces structures-là. Parce que je ne pense pas que ce soit les mêmes fonctions que tu faisais en tant que, en tout cas, économiste Mhm. quantitatif. Ouais, Je pense ouais. qu'il faut aussi les aider à voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement dans ce genre de structure-là. Merci beaucoup, prof. Ouais, je pense que c'est une question aussi fondamentale parce que nous, quand on était aussi sur je veux dire, les banques, ce qu'on apprenait l'économie quantitative,
ça m'intéressait beaucoup d'aller sur Internet et de lire je veux dire, ce qu'on appelle la carrière de certains modèles aussi pour pouvoir voir en fait, quel est le cheminement. Et ça nous inspirait. Donc, pour moi, bon, je vais partager un peu mon exemple si ça peut aider quelques personnes. En fait, comme j'ai dit, j'ai embrassé la carrière de e-quant par, je ne dirais pas par accident, mais on a eu en fait, les puzzles sont mis en place naturellement. Et lorsqu'à la sortie de l'université, mon premier emploi, par exemple, ça a été je sais pas, le ministère des Finances de Québec. Donc, je vais rapidement partager l'expérience là-bas. C'est que quand je faisais mon doctorat, il y avait le ministère des Finances qui avait lancé un appel d'offres pour essayer de bâtir un modèle de prévision pour le ministère pour Québec. Et mon professeur de thèse et moi, nous avons soumissionné et on avait remporté le projet. Donc, mon doctorat se faisait en partie dans les bureaux du ministère des Finances et de l'Université Laval. Et dans en fait, disons, l'objectif, c'était de bâtir un modèle de prévision performant à partir des ensembles de données, ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça le Dynamic Factor Model, c'est le modèle à facteurs que nous avons développé. Donc ça, c'était beaucoup de la programmation, d'abord de la compréhension des interactions économiques entre les différents secteurs économiques. Et donc après une partie de modélisation, il y avait une partie maintenant de statistiques de statistiques vraiment de pointe pour pouvoir essayer de comment agréger, comment travailler avec les données. Il y avait aussi une grande partie de l'informatique parce qu'une fois que les prévisions ont été faites et qui ont été confirmées, il faut rendre ça facile à utiliser pour les agents du ministère. Donc, il fallait créer des maquettes et on travaille vraiment fort. Ce modèle est encore celui qui est utilisé pour les prévisions du ministère. On avait reçu beaucoup de prix pour sa précision, sa capacité de pouvoir intégrer l'information en temps réel et pouvoir faire de bonnes prévisions. La maquette, j'ai eu des échanges avec un de mes anciens étudiants qui est au ministère et cette maquette est toujours utilisée au ministère des Finances pour faire les prévisions. Et après le ministère des Finances, j'ai aussi travaillé, on va dire, à la Banque du Canada, où je travaillais beaucoup plutôt en finance. Donc là-bas, ce qu'on faisait, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la structure à terme des taux, on travaille là-dessus. Et c'était encore la jonction, c'était encore le e-quant. C'est vrai que c'était un peu différent du premier qui était beaucoup plutôt la prévision. Ici, c'était beaucoup plutôt la modélisation. Donc, on modélisait la structure à terme et on utilisait beaucoup l'outil informatique pour essayer de faire des estimations. On a travaillé, pour certains qui connaissent, il y a un autre aussi, un ancien Camerounais qu'on appelle Fenum Bruno, qui est à la Banque du Canada, qui est celui qu'on appelle ça, qui m'a dirigé dans ce sens-là, pour comprendre comment les e-quant peut intervenir dans le domaine de la finance mathématique, de la finance en général. C'est un domaine aussi passionnant. Après, j'ai travaillé aussi euh, à la qu'on appelle la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'était de développer des modèles macro. Donc là, on tournait un peu. Ce n'est plus trop la modélisation les statistiques, c'était beaucoup plutôt la modélisation économique. Donc, je dirais c'était le cercle économie et le cercle mathématique que j'ai montré tantôt dans la présentation. Donc, mon rôle, c'était de bâtir des modèles macro pour comprendre, pour les pays qui venaient de trouver le pétrole. Ces pays qui ont le pétrole, en général, quand ils vendent le pétrole, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont aller, ils peuvent mettre les ressources qui viennent de ce pétrole-là, ils peuvent les mettre dans un fonds pour les générations futures, ou on peut les dépenser pour les projets d'infrastructure. Donc, nous, on essayait de voir quelle est la décision optimale pour ces pays-là qui viennent découvrir des ressources. Et on développait des modèles macro. Et je me souviens, on s'amusait à développer des modèles macro. On a fait des applications sur un pays qui a été publié, l'Ouganda, je crois. Donc là, c'était beaucoup plutôt le côté macro. Au FMI, j'en ai travaillé aussi sur un modèle sur les petites et moyennes entreprises. C'est comment est-ce que l'État peut être comme quelqu'un euh, peut être comme une garantie pour les prêts, pour les petites et moyennes entreprises. Donc, on a développé un petit modèle là qui était
très intéressant. Donc, ça aussi, c'est la finance quantitative. Donc, à chaque moment, c'est un peu comme si on essayait de tordre un peu le cercle, le triangle formé par les trois cercles. Donc, dans tel sens. Mais en réalité, ce sont les trois qui bougent ensemble. Et après, je suis travaillé à l'OCDE où j'étais économiste. Donc là, c'était beaucoup plus maintenant de travail, ce qu'on appelle de faire un diagnostic des économies. Donc, on travaille sur plusieurs économies, les économies de l'OCDE. Donc, on écrivait des rapports en disant comment va le marché du travail, mais et comment est-ce que ça se comporte et qu'est-ce que le gouvernement peut faire ou l'ensemble de la communauté internationale peut faire pour aider tel pays à pouvoir changer, à pouvoir régler ses problèmes. Donc, ça demande la connaissance des théories économiques, la capacité de pouvoir mesurer ce que nous voyons, de pouvoir comprendre et la capacité de faire des projections. Donc là, on travaille sur ce qu'en anglais on appelle Economy Outlook. Donc, j'étais principalement chargé sur ce que faut faire les projections de long terme au niveau des pays et de faire aussi le diagnostic général pour les pays. Et après, quand j'ai quitté l'OCDE, ça, j'ai fait une confidence, en fait, j'ai quitté l'OCDE pour repartir vers la Banque mondiale. Et malheureusement, à la fin, j'avais demandé à être à Abidjan. Et l'économiste qui était basé à Abidjan, à la fin, a demandé à ne plus partir. Donc, on m'a envoyé au Niger. J'en ai refusé. On m'avait demandé aussi d'aller en Guinée, Conakry, que j'avais refusé. Donc, du coup, j'ai dit, bon, je quittais l'OCDE, donc je revenais vers la famille au Canada. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important lorsque vous entrez dans une entreprise de laisser de bonnes traces. Et j'étais là et juste par communication. Et une semaine après, je reçois deux offres. Une offre au ministère des Finances pour être économiste senior et une autre offre pour, comme on appelle, à la Société canadienne de l'hypothèque et de logement pour être un économiste principal pour l'analyse du marché. Donc, du coup, j'ai analysé les deux. J'ai dit, bon, j'en ai fait beaucoup d'économie. Bon, le secteur que je ne connais pas beaucoup, c'était de l'immobilier. Donc, OK, on va aller voir. Et en gros, c'est aussi un secteur qui demande des aptitudes e-quant. Donc, c'est le marché immobilier. Il y a beaucoup de données. Le gouvernement veut mesurer l'ensemble de ses politiques. Lorsque je fais ça, quel est l'impact sur le marché immobilier, qui est un marché très important pour le gouvernement canadien. Excusez-moi. Donc, dans ce sens-là, j'ai pu faire intervenir mes outils de e-quant pour le développement de certains modèles, pour la validation de certains modèles. Donc, c'est ça qui a fait la parenthèse et ça m'a permis aujourd'hui, ça m'a donné, j'avais une bonne vision de l'économie, une bonne vision des mathématiques, des statistiques, maintenant une autre bonne vision de le marché immobilier. Aujourd'hui, je suis, disons, à la Banque africaine. Je suis plutôt en charge de ce qu'on appelle, pour ceux qui ont déjà vu ça, ce qu'on appelle le African Economy Outlook. Donc, c'est les rapports qui sortent chaque année pour analyser les perspectives économiques des pays africains. Donc, je lead ce rapport et il y en a encore d'autres types de choses que je fais à côté de ça. Mais tout ceci-là, la base, c'est l'e-quant. C'est vraiment l'e-quant. Nous faisons des papiers de recherche, nous écrivons des rapports. Tous ces rapports-là demandent des connaissances avancées en économie, je disais tantôt, une bonne capacité à écrire et aussi des outils, de comprendre les outils, le fondamental, ce que j'appelle des e-quant. Donc, en gros, c'est le parcours que j'ai suivi jusque-là. C'est parti des ministères des Finances au Québec, en passant par la Banque mondiale, le FMI, et aujourd'hui, et l'OCDE. Aujourd'hui, maintenant, je suis à la Banque africaine. Mais toujours est-il que c'est dans le cheminement de l'e-quant, en tirant le triangle, pardon, dans les trois directions, dépendamment du projet, des projets en fait, que demandent les différents postes que j'occupe. Ouais, donc, professeur, en gros, c'est l'ensemble c'est pas que ça répond vraiment à la question, mais c'est vraiment, si je peux le dire, voilà, c'est le parcours, voilà, écrit en bref, si je peux le dire. Non, non, ça répond très bien. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, on va pour moi laisser la parole au public aussi. Mhm. C'est ça. Mais pour ça, on a une question pour vous. Il y a, Mhm. je crois qu'il y a une auditrice qui souhaite poser la question, qui est la suivante là.
elle est occupée, elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas parler. Mhm. Est-ce qu'un diplôme reçu dans votre université est autant reconnu qu'un diplôme reçu à l'ENSIA ou par, euh, je, je lis la suite là, ou par les institutions? Je Bon, sais pas. enfin, ce que je peux dire, c'est qu'on on a un agrément du ministère de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire pour pouvoir opérer une université. Donc, déjà, ça nous donne une reconnaissance en termes d'université exerçant en Côte d'Ivoire. Donc, je lui dirais qu'en tout cas, si jamais elle est plus intéressée à ce qu'on fait particulièrement, donc comme ça s'adresse particulièrement à sa personne, donc elle peut en tout cas nous contacter à tout moment donné, soit par email ou bien même appeler carrément. Et puis, je pense que ça va être l'occasion de beaucoup plus discuter un peu par rapport à son projet, quoi. Donc, Ok, d'accord, c'est bien noté, merci beaucoup. On a un intervenant, donc, voilà. Donc, Monsieur Keita Sedou, qui pose, ça, c'est bien noté, on va lui laisser le message. Euh, ok. Ok. Allez-y, Monsieur Sedou, oui, Monsieur bonsoir Keita. à tous. Bonsoir. D'abord, ma question est de savoir, Vous pouvez vous présenter, est-ce que l'université Soumaré délivre? c'est possible de vous présenter, d'être nom et provenance, D'accord? Oui, c'est possible. Mon étudiant. nom, c'est Keita, prénom Sekou. Ok, d'accord. Alors, je voulais savoir, est-ce que l'université Soumaré a des formations euh, ingénieur statisticien économiste? D'abord, je... Je sais. Voilà, je pense que c'est le professeur en fait, je peux dire juste deux petits mots, mais je laisserai le professeur répondre. Je dirais Mhm, que, en fait, ce qu'on appelle ingénieur statisticien économiste, c'est une connotation de sortie. Je veux dire, c'est le mhm, titre d'un diplôme. Mais ce qui est plus important, c'est ce qu'on appelle les outils qui sont en arrière. mhm. Ce qu'on apprend, quand on dit que quelqu'un est statisticien économiste, qu'est-ce qu'il a appris? Dans quel domaine il est compétent? Oui. Et je crois que pour ce que j'ai Mhm, vu de l'Université Soumaré, tous les ingrédients oui, sont présents. Peut-être la connotation directe, comme on le dit, oui. n'y est pas présente. Je ne sais pas, je vais laisser le professeur répondre à ce sens-là. Mais je dirais que, ayant vu les cours, ayant participé à l'enseignement aussi, je dirais que tous les Mhm, ingrédients sont donnés à l'étudiant. Moi, j'ai fait la formation d'ingénieur statisticien économiste. Je mhm. suis quand même un peu vieux depuis 2006, je suis sorti ingénieur, donc ça fait peut-être combien d'années maintenant? 17, donc ça fait bien longtemps. Mais me suis toujours mis à jour et quand je regarde la formation du l'Université Soumaré aujourd'hui, tous les cours qui forment un ingénieur statisticien économiste sont là au niveau de l'e-compte. Enfin, merci beaucoup, Alexandre. Donc, J'ai pour une autre répondre, question encore. ok, ben allez-y alors, après, je vais parler. Ok, allez-y. D'accord. Euh, j'ai un peu parcouru la page de l'ENCA. Ils ont ajouté une nouvelle formation en plus des formations qui sont disponibles. Il s'agit de l'intelligence artificielle euh, et big data. Voilà. Je voulais savoir, normalement, là-bas, on rentre avec la licence en statistique. Je voulais savoir, pour une personne qui va faire la licence en statistique à Soumaré, est-ce qu'il est possible pour cette personne de pouvoir passer le concours de l'ENCA? Ok. Ok, donc pour répondre en fait à votre première question d'abord, bon, oui, Oui. Oui, Alexandre est ingénieur statisticien économiste, mais beaucoup plus cadré que moi-même. J'ai fait l'NCA aussi comme Alexandre aussi, en fait, mais un peu plus, il y a beaucoup plus des années de cela. Donc, comme ingénieur statisticien économiste, donc c'est une formation qu'on connaît très bien. Et présentement même aussi, je préside même le conseil scientifique de l'NCA, là, donc j'ai beaucoup d'interactions avec l'NCA. Et d'ailleurs, le directeur de l'NCA est aussi membre même de notre conseil d'orientation stratégique. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, on travaille quand même beaucoup avec l'INSEA, on a beaucoup de proximité avec l'INSEA. Maintenant, pour revenir en fait à la question de savoir, bon, est-ce que ça fond comme ingénieur, statisticien, économiste, mais la formation, en fait, là, de statisticien économiste, si vous voulez être, par exemple, économiste quant, donc un économiste quantitatif, comme en fait, là, ce que Alexandre a dit, ça vous prend des outils quantitatifs, donc des outils de mathématiques, de statistiques et puis de l'informatique aussi, que vous allez avoir à ajouter, en fait, à votre formation d'économiste pour pouvoir être économiste quantitatif. Donc, c'est ce qu'on fait, en fait, là. Donc, quand on dit économie quantitative, ce qu'on donne comme formation, mais les économistes qu'on va former, mais avec tous les outils quantitatifs qui viennent avec. Donc, ces différents outils-là,
qui font appel à la statistique, aux mathématiques, à l'informatique, autres qui vont venir compléter leur formation. Si vous êtes intéressé, par exemple, à faire cette formation, à devenir, par exemple, un financier quantitatif, mais aussi, on a la finance quantitative. Vous allez faire les différents outils quantitatifs qui vont compléter aussi la finance aussi, pour devenir comme un financier quantitatif aussi, là. Donc, c'est vraiment ce que vous allez apprendre en termes d'outils que vous allez apprendre. C'est ça qui va faire vraiment votre différence sur le marché à ce niveau-là. Maintenant, pour votre dernière question par rapport en fait là, à intégrer une formation, soit que ce soit à l'INSEE, un master à l'INSEE ou bien un master même dans un autre domaine, mais les gens vont regarder aussi en fait qu'est-ce que vous avez fait comme licence par exemple. Donc, si vous faites un master en data science, comme ce qui se fait à l'INSEA présentement, ça demande que vous ayez quand même une base, en fait, là, un master, une licence quantitative aussi. Donc, avec des outils quantitatifs, avant de pouvoir même, en fait, là, entrer dans ce programme. Donc, c'est ce qu'ils vont regarder aussi. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi au niveau, en fait, là, de la licence qu'on offre aussi. Et c'est pour ça que si vous regardez notre programme de licence, en fait, là, la licence dans les 4 spécialisations même qu'on donne, mais vous allez voir que les 2 premières années dans ces spécialisations-là, c'est des domaines qui sont ensemble. Donc, que quelqu'un qui se forme en actuariat ou celui qui se forme en économie quantitative, ils vont avoir les 2 années, ils vont faire les mêmes cours. Donc, ça sera beaucoup de cours de statistiques, de cours d'économie et pardon, de statistiques, de cours de mathématiques, de cours d'informatique, pour avoir vraiment ces bases-là, mathématiques-là, pour pouvoir vraiment plus tard faire les spécialisations que, en fait, là, que la personne désire entreprendre plus tard. Et ça a été fait en France, c'est fait exprès comme ça pour donner cette base-là quantitative beaucoup plus à ceux qui entrent dans le programme. Et puis aussi, dans l'intervention, en fait, là, vers la fin, en fait, là, Alexandre a mentionné un peu les nouvelles tendances aussi avec tout ce qui est intelligence artificielle qui commence à faire beaucoup son entrée, avec tout ce qui est machine learning ou autre. Et c'est pour ça que dans les cours aussi qu'on offre aussi, on a des cours aussi qui vont toucher vraiment à ces domaines-là. Donc, des cours d'intelligence artificielle, de machine learning aussi, pour donner en fait là ces bases-là aux étudiants, de telle sorte que quand ils vont sur le marché, ils soient aussi compétitifs que en tout cas, que leurs amis qui viennent d'autres écoles aussi. Donc, ça, c'est un peu, en tout cas, si ça vous permet de répondre en tout cas à vos questions. Okay. Ça va, Kéta? Okay. Oui, c'est parfait. Ça va, ça va, Okay. ça va, merci. Merci Donc, beaucoup en pour cette présentation. conclusion, si je veux comprendre, Mhm. d'abord, pour quelqu'un qui va à l'université Soumari, qui est diplômé voilà, d'un master spécialisé en économie quantitative, euh, je peux dire, se retrouve un peu dans la même situation que quelqu'un qui sort avec un diplôme d'ingénieur statisticien de l'INCA, puisque ce sont les mêmes formations. Oui, parce que non, en tout cas, parce que C'est bon, ça? tout le monde, ouais, c'est ça. Bon, la raison, en fait, là, pour laquelle même cette université, j'ai décidé de la créer, en fait, là, en Côte d'Ivoire, parce que bon, l'INSEA, d'abord, c'est sur concours, et puis, tout le monde ne peut pas entrer à l'INSEA parce que les capacités sont limitées, pour toutes sortes de raisons. Soit vous ne passez pas l'examen à temps, ou bien vous passez même l'examen et puis ça ne marche pas, ou bien, bon, en tout cas, parce que les capacités sont limitées, vous n'avez pas pu entrer à l'INSEA, mais il faut, non, des personnes qui veulent faire cette formation-là. L'autre élément aussi, c'est des gens qui veulent probablement faire les mêmes formations qu'on voit ailleurs aussi. En fait, là, comme Alexandre a fait notre master, par exemple, à l'Université Laval ici, le master en ingénierie financière, qui est un peu comme la finance quantitative. Lui, il a eu la chance de venir au Canada, mais tout le monde n'a pas nécessairement la chance de venir au Canada nécessairement pour faire une formation aussi pointue en finance, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment ce des clientèles-là, les gens qui sont bons et qui sont motivés, mais qui n'ont pas nécessairement la chance d'entrer dans les écoles, par exemple, forcément comme l'NCA, par exemple, pour faire leur formation, ou bien qui n'ont pas la chance de venir dans des pays à l'extérieur aussi, comme au Canada, aller en Europe, pour aller sur des formations. Mais comment est-ce qu'il peut avoir de la formation, le même type de formation de qualité, tout en étant à Abidjan, par exemple, là, et c'est ce qu'on offre, en fait, là, comme bonne alternative, quoi, exactement. C'est bon, merci. Okay. Donc, Je est-ce pense qu'il y qu'il a aussi une autre question dans le chat box. Oui, il y en a deux. Il y a celui de Monsieur Christian qui demandait si une petite orientation pour ceux qui viennent d'avoir leur licence en économie appliquée à la, je sais pas, c'est FA7 de l'université Dahomey Calavi au Bénin. Mhm. Donc, il voulait avoir des orientations des personnes qui ont eu leur licence en économie appliquée à l'université du Ok, Bénin. mais et qui veulent venir peut-être faire la maîtrise chez nous, j'imagine, c'est ça? Oui, c'est ça la question.
C'est ça la Mais portée de la question. ouais, mais c'est comme nous, en tout cas, ce qu'on dit toujours aux gens quand les gens nous contactent comme ça, c'est dit, mais soumettez-nous votre dossier comme une demande d'admission, en fait. Parce que bon, c'est difficile pour nous de nous prononcer là-dessus comme ça, parce qu'on analyse le dossier. On va voir qu'est-ce que vous avez fait au niveau de votre licence, parce que comme on a des programmes, en fait, où on veut du quantitatif, on veut quand même que même si vous avez fait une licence en économie, on veut regarder que votre licence en économie, la formation que vous avez faite quand même, c'est une formation où il y a des bases quand même quantitatives là-dedans. Donc aussi, on va regarder aussi quel bac vous avez fait au niveau du bac secondaire aussi. Donc quand on analyse le dossier, puis on a un examen d'admission aussi, c'est la combinaison de tout ça qui va nous permettre de dire qu'on vous admet dans notre programme ou pas en tant que tel. Donc je dirais à la personne, si elle est intéressée, qu'elle a une licence en économie, en fait, là, d'Abomey Calavi, mais c'est de nous faire une demande formelle d'admission et puis on va analyser son dossier et puis on pourra donner une décision par rapport à ça, quoi. C'est ça. Donc, la liste des dossiers à constituer se trouve sur le site Internet de l'université. Vous pouvez la consulter et puis nous envoyer également par email. Ça, c'est possible. Ou soit échanger à travers le numéro. Voici nos contacts là. On partage écran. D'accord. OK. Juste informer l'ensemble des participants que pour ceux qui désirent avoir la vidéo de la conférence, qu'ils nous laissent un message, WhatsApp ou par email. On, on les enverra l'enregistrement aussi. Aussi, autre question pour vous. Je vois les questions sont plus orientées pour vous parce que Donc, il n'y a pas de problème. je vois la présentation de monsieur Pourquoi était assez explicite là. Donc, je suppose qu'on a tout à fait tout compris. Donc, on demandait si les diplômes de master est reconnu par le CAMES. Ok, merci bien pour la question. Autre. Nos diplômes, en fait, là, on n'a pas encore fait la demande de reconnaissance du CAMES présentement. Parce que ça fait, on débute à peine septembre prochain, on débute notre troisième année. Hein. Et pour aller faire la demande au niveau du CAMES, en fait, ça prend des procédures, là. Donc, ça prend différentes étapes et autres. Donc, il faut quand même, un moment donné, on fasse la demande. On vient à peine de commencer. Donc, le temps de lancer l'université, de commencer à faire nos différents éléments. Et après, il faut qu'on fasse la demande pour la reconnaissance CAMES. Présentement, on n'a pas fait de demande de reconnaissance CAMES, donc on n'est pas encore reconnu CAMES en tant que tel. Mais ça fait partie des processus tout à qu'on va avoir à faire à un moment donné, quoi. Mais à peine, il faut reconnaître qu'on vient à peine de commencer, là. On commence la troisième année, en fait, là, à partir de septembre, quoi. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois monsieur Cabra. Non, Graba. Monsieur Cabra, vous avez la parole. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, il est un peu Bonsoir, de monsieur. Ouais, bruit. merci. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Oui, je vous remercie déjà pour votre présentation, mais j'ai juste une petite question. Vous avez parlé de l'économie quantitative. Enfin, moi, je suis plus, je veux dire, attiré par la finance quantitative. Mais je veux savoir, certes, on peut avoir tous ces atouts que vous avez cités là. Comment est-ce qu'on fait en réalité si on n'est pas de l'UNCA, qui est une école de référence? Comment on fait pour être compétitif sur le marché de l'emploi même? Voilà, c'est plus ça ma question. Vous êtes étudiant, vous pouvez le préciser, vous êtes étudiant, Hmm. Oui, monsieur, je je suis suppose. étudiant, j'ai terminé une licence en statistique et économétrie dans une université de la place ici. OK, d'accord. Merci. Bon, peut-être je vais partager quelques éléments et puis professeur va compléter. En OK. tout cas, voilà, merci pour la question. Ouais. Donc, en fait, je vais vous faire une petite confidence. C'est que lorsqu'une université se crée, en réalité, il y a deux éléments qui font la jonction. Donc, il y a l'université qui fait d'abord les étudiants et après, il y a les étudiants qui font l'université. Et c'est bon pour les écoles aussi. Donc, en réalité, vous voyez, pourquoi est-ce que l'NCA est reconnu aujourd'hui? C'est parce que les étudiants qui sortent font aussi, en fait, ils sont bons dans les différents domaines qui sont, en fait, dans les différents domaines dans lesquels ils exercent. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'Université sous-marine? C'est que ça vient d'être créé, mais ça a été créé par des personnes qui étaient, je dirais, en guillemets, des majors aussi lorsqu'ils étaient à l'NCA. Et même dans le domaine dans lequel ils exercent, ils sont encore les éléments qui sont à la pointe. Donc, en fait, ils mettent une formation qui était avant très lointaine, qui mettent ça maintenant je vais dire, à la portée des étudiants maintenant qui sont chez nous en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel africain. Donc, en réalité, qu'est-ce qui va faire de vous un bon élément? L'université vient d'être créée. Il y a, je vais dire, les personnes qui ont créé l'université. Ça fait un. Deux, le contenu de la formation.
Parce que c'est vrai, l'université, si vous êtes un étudiant qui sort de l'NCA, avec l'étiquette NCA, si vous allez sur le marché du travail et que vous n'avez rien appris de tout ce qui est dans les e-quant, les trois C que j'ai mentionnés, si vous êtes évalué très, très faiblement dans les trois, à un moment donné, l'NCA, vous allez partir avec la fumée de l'NCA, mais après quelques années, ça va vous découvrir et vous n'allez aller nulle part. Aujourd'hui, ce qui fait la force de l'université, je dirais que c'est d'abord regarder les éléments qui sont enseignés. Regardez la personne qui a mis en place l'université, regardez le conseil, regardez les personnes qui interviennent comme des formateurs pour l'université. Et ça vous donne en fait une idée de comment est-ce que cela peut vous propulser le school finissé. Mais en réalité, c'est que je pense aussi que le professeur David, qu'est-ce que l'université Soumari veut faire? Ce n'est pas, Soumari, l'université ne va pas vous faire au début quand vous finissez votre carrière. Mais à la fin, ce qu'on veut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait quand les étudiants sortent, il faut qu'ils soient à la pointe. Les étudiants très bien formés. De sorte que non, la publicité de l'école se fait par les produits qui sont sortis. Donc, ce sont les éléments que je veux partager. Je ne sais pas si ça répond vraiment, même pour ça, je vous laisse la parole pour compléter la réponse. Ouais. Merci. Ah non, non, mais en fait, non, Alexandre, tu as très bien répondu. En fait, c'est un peu du message qu'on essaie de faire passer. Faut dire, on est une nouvelle université, voilà ce qu'on veut faire et autres. Ah, bon, si les gens veulent nous faire confiance par rapport à ceux qui ont mis en place l'université, enfin, celui qui a mis en place l'université personnelle, enfin, moi-même à ma personne, par rapport, en fait, là, le conseil qu'on a, le conseil, en tout cas, le conseil de gouvernance qu'on a, donc, si vous regardez un peu les membres qu'on a dans notre conseil d'orientation stratégique, les gens qu'on a dans notre conseil d'orientation, en fait, là, scientifique aussi. Donc, si, en fait, là, il y a tous ces éléments, et puis, bon, si vous venez nous voir aussi, hein, pour poser vos questions, parce que, bon, il y a le webinaire, peut-être qu'on ne va pas répondre à toutes vos questions, mais venez nous voir, en fait, là. Si vous contactez, en fait, l'université, si après l'université, vous n'êtes pas satisfait ou bien vous voulez même après me parler moi-même, ils vont vous donner mon contact, vous allez m'appeler, vous allez poser vos questions, on va vous répondre. Et ce que j'ai dit toujours aux candidats, c'est dit, posez toutes vos questions, nous, on vous donne nos réponses. Et puis bon, après, c'est à vous de décider si vous voulez nous faire confiance ou pas, quoi. C'est un peu ça aussi. Je veux dire, donc, si vous voulez faire confiance, en fait, là, avec ce qu'on offre, ce qu'on essaie de faire, mais ce sera à vous de voir. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, comme je l'ai dit, en fait, là, pour moi, l'idée était d'avoir une université qui donne la chance, en fait, à ceux, nécessairement, qui n'ont pas forcément la chance d'aller forcément à l'extérieur pour avoir le même type de formation qu'on peut avoir un peu partout, comme en Amérique ou bien comme en Europe, en fait, là, mais en étant à Abidjan. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, la qualité qu'on offre, c'est un peu à travers aussi la qualité des programmes et la qualité aussi des enseignants aussi qu'on met dans ces cours-là. Voilà. Donc, les deux combinés en tout cas. Mais vous pouvez passer aussi et puis parler aussi aux étudiants qu'on a actuellement. Je pense que eux, ils sont beaucoup mieux placés aussi que nous aussi pour vous donner aussi un certain nombre de réponses. C'est des étudiants comme vous. Vous allez leur poser des questions pour leur demander un peu, ils sont là et les cours qu'ils prennent et quels sont leurs jugements par rapport à ces cours-là. Je pense que, en tout cas, très souvent, leurs réponses sont un peu beaucoup moins biaisées aussi que les réponses, en fait, là, des dirigeants même de l'université en tant que tel, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez en tout cas un certain nombre de cours, en fait, là, de questions qui vous préoccupent par rapport à quoi ça, vous passerez nous voir et puis on va vous donner les réponses, en fait, qu'il faut. Et puis, je pense qu'avec les réponses, ben, vous allez pouvoir prendre votre décision, quoi. C'est bon? D'accord. Merci, monsieur. Merci. Je crois que ça peut aller. Merci, monsieur. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres participants qui souhaiteraient avoir des éclaircissements? Vous pouvez laisser également vos questions dans le chat, et puis je me chargerai de les lire. Donc, je crois qu'on n'a plus de questions. C'est- Même- Monsieur Coupon, j'aimerais que vous reveniez sur un point, vous l'avez expliqué durant votre intervention, euh, la différence, mais j'aimerais que vous reveniez aussi là-dessus encore, c'est la différence entre un économiste simple et un économiste. Quelle est la différence fondamentale et même également dans le marché du travail, comment ils arrivent à se distinguer les uns des autres? Ok, merci beaucoup, Monsieur Brahim. Ouais. En fait, j'aime répondre de manière imagée à cette question, en fait. C'est que avant, avant, on enseignait l'économie de manière magistrale. C'est qu'on partait à l'université partout. Vous allez voir ce qu'on appelle les économistes, c'est des gens qui connaissent les théories économiques par cœur. Ils vont vous réciter Karl Marx, ils vont vous réciter toutes les théories par cœur.
mais avec les données qui datent des années lointaines, même, et puis avec des difficultés aussi à mettre en évidence ces théories et même à les challenger. Donc, en termes d'image, la différence entre un ancien économiste et un e-quant, c'est que l'e-quant, en plus de connaître ces théories économiques, a des outils maintenant de pouvoir mesurer ce qu'il dit. Donc, si tu veux, faut le regarder, c'est un peu comme, je dirais, euh, tu prends un manchot et celui qui a tous ses membres. Donc, celui qui a tous ses membres, en plus de pouvoir se déplacer sur ses deux jambes, comme le manchot il le fait, mais il a plus de ce qu'on appelle les degrés de liberté, parce que il comprend mieux lorsqu'il dit quelque chose, ou bien lorsqu'il veut quelque chose, il a la capacité de savoir quelle est l'implication de cette décision. Par contre, l'économiste, l'autre, c'est un peu comme quelqu'un qui marche sur un pied, quelqu'un qui marche sur trois pieds. Donc, déjà, l'équilibre est déjà déterminé, quoi. Je veux dire, qui est beaucoup plus équilibré, c'est celui qui a en fait, les trois éléments pour se déplacer par rapport à celui qui a un seul élément. Mais je ne dirais pas que celui qui a un seul élément n'est pas bon. Non, il peut être bon. Ça dépend du domaine dans lequel il travaille. S'il est quelque part où il faut élaborer seulement les théories économiques, il est capable d'exercer. Mais je dirais que l'e-quant, il vient en plus de cette théorie économique-là, de pouvoir de pouvoir, je veux dire, les comprendre. Si, par exemple, je vous dis un exemple très simple, que lorsque votre revenu augmente, vous augmentez votre consommation. Ça, c'est ce qu'on apprend en tant qu'économiste. Mais si je vais dire à mon ministre que, ah, c'est vrai, si vous augmentez, si vous faites des transferts à certains ménages, comme on a fait ça en Côte d'Ivoire dernièrement, si vous donnez un 13e salaire aux fonctionnaires, voici comment ça va augmenter la consommation au niveau de l'économie. Il va me dire, oui, mais si je leur donne 15 milliards, l'économiste, puis il va dire, oui, monsieur, ça va augmenter quand même leur consommation. Mais vous comprenez que votre boss, il attend plus. Mais l'e-quant va dire, monsieur, si vous donnez 15 milliards, la consommation va augmenter de tel pourcent. Avec telle précision. Donc, du coup, quand je veux dire, votre gestionnaire, quand il va se pointer ou bien se présenter devant la population, il va dire, voilà, et voilà, si on fait ça, ça va donner tant. Si on fait ça dans le temps, avec des précisions bien développées. Donc, du coup, la prise de parole est beaucoup plus facile pour vos gestionnaires. Au lieu de dire non que, ah, monsieur le président, si on augmente on donne les transferts de 15 milliards, ça va augmenter telle chose. Mais c'est vrai, mais ça reste assez vague. Donc, l'e-quant est un peu comme ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça the edge. Donc, c'est la pointe de la prise de décision. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Oui, c'est en gros la différence. ça répond parfaitement. Et puis, ça nous donne encore plus d'éclaircie. Merci beaucoup, M. Coupoin. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, on va mettre fin à la session. OK. Donc, M. Coupoin, je crois on a atteint les 16 heures. Donc, on a atteint les 1h30, là, comme on l'avait dit. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à M. Coupoin d'avoir pris le temps de venir nous édifier sur cette filière ou bien ce métier. Ce métier, ces métiers également qui évoluent. Ah, on a une autre question là qui nous vient, on va le prendre. Monsieur Thiam, allô, vous nous entendez? Votre micro est fermé si vous parlez. Allô? Oui, allô, on vous entend. D'accord, merci pour la parole passée. Donc, je dis bonjour au professeur, bonjour au Bonjour. docteur Alexandre Copin. Bonjour. Bon, j'ai une question à l'endroit du docteur Alexandre, qui déjà pour moi, avec le professeur Soumaré, sont des modèles de réussite pour moi, qui suis élève ingénieur statisticien en dernière année à l'NCA. Bon, j'ai eu à consulter plusieurs fois le profil LinkedIn du docteur Copin et j'aimerais savoir comment la transition s'est faite pour qu'il passe de consultant à économiste principal à la Banque africaine de développement. Puis en général, les profils que j'ai déjà eu à regarder sur LinkedIn, les consultants passent d'abord simple économiste, mais le docteur Alexandre est passé directement au grade d'économiste principal. J'aimerais savoir comment la transition s'est faite à ce Ouais. niveau-là. Donc, merci, Mais, c'est ça ma question. mhm. Merci beaucoup, Monsieur Thiam. Oui, je pense que c'est une bonne question. Et je dirais que
ça, je peux vous faire la confidence, ouais. En fait, voilà comment ça se passe. Les structures comme la Banque africaine, le FMI, je veux dire la Banque mondiale, ce sont des structures qui peuvent souvent recruter directement des personnes à des positions données. Et maintenant, ces différentes structures aussi, maintenant, ce qui est beaucoup plus je veux dire, en train d'être fait, c'est que c'est des structures qui prennent déjà un consultant pour voir que vaut cette personne avant de pouvoir confirmer la personne comme staff. Moi, quand je rentrais à l'OCDE, par exemple, je suis rentré sur le programme qu'on appelle des Young Professionals. Donc, c'était un programme de jeunes professionnels. Et vous rentrez comme économiste junior et puis après quelques années plus tard, vous graduez. Donc, ce sont les programmes en réalité, ça vous donne la chance d'entrer directement je dis, au niveau de l'entrée d'entreprise. Mais il y en a beaucoup de programmes maintenant où il faut passer par le programme de consultant. Donc, moi, quand je voulais, disons, normalement, les consultants à la banque, à la BAD que je connais, les consultants passent 2, 3, 4, 5, 6 ans et quelques personnes sont régularisées comme staff. Certains vont rester consultants pendant longtemps. Moi, j'ai été, je veux dire, souvent, je veux dire que les puzzles étaient à la bonne place, si je dois dire. Donc, je veux dire, à la société au ministère je veux dire, au Canada ici, dans ce qu'on appelle la SCHL. Donc, c'est la compagnie qui s'occupe en fait, de le marché immobilier. Et j'étais, je voulais aller à la Banque africaine, mais c'était souvent compliqué parce que, bon, on n'a pas les interviews, puis on fait les interviews, ça ne marche pas. Donc, j'ai été contacté par le directeur du département de recherche qui m'a demandé que, ils voulaient mettre en place un programme de recherche. Donc, écrire un programme avec un rapport qui va sortir, demander ma disponibilité. Donc, en ce sens-là, je lui ai dit, bon, OK, je suis actuellement dans telle compagnie, mais à partir de temps, je pourrais être disponible. Donc, du coup, je me suis mis en disponibilité de là où je travaillais et j'ai commencé le projet comme consultant. Et c'est dans le projet comme consultant ils ont lancé le poste pour pouvoir me recruter je veux dire, comme staff. Parce que entre-temps, juste à la fin de mon projet de consultant, j'avais déjà une offre en main pour la Banque mondiale, dont j'étais déjà au courant que j'avais déjà une offre en main. C'est pour ça que pour mon cas, ça a été, je disais que les puzzles sont là à la bonne place parce que, en général, les consultants vont rester longtemps, mais moi, je suis resté consultant 4 mois. Donc, le premier thème de contrat, qui était 6 mois, n'était même pas encore fini. Et j'ai été recruté comme staff. Mais parce que j'avais déjà une autre offre aussi à la main. Mais je dirais que les compagnies ou bien les grandes boîtes maintenant vont recruter des gens comme des consultants. Et puis après, quelques temps après, ils vont essayer de les régulariser. Donc, ça a été mon cas. Ce n'est pas un parcours exceptionnel. En réalité, beaucoup de personnes ont été consultants avant. Mais ce qui dirait qui est important, c'est d'avoir de bons records, ce que j'appelle de bons éléments, d'avoir travaillé bien partout où vous êtes passé. C'est ça là qui vous donne des recommandations au fur et à mesure que vous allez. Donc, Monsieur Thiam, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que j'étais consultant. Euh, c'était plus rapide parce que souvent, mais je l'ai marqué 4 mois quand même, mais en réalité, les consultants vont rester plus longtemps que ça. Donc, c'est ça ce que je peux apporter à cette réponse, à cette question. Je crois que c'est assez bien répondu. Merci beaucoup. C'est ça. Ok. Euh, donc, avec votre permission, on va probablement mettre fin à la session. Il est déjà 16 heures. Ok. Le temps imparti a été épuisé. C'est ça. Si je peux juste, en tout cas, me donne juste quelques secondes, en tout cas, pour dire merci vraiment beaucoup à Alexandre, en tout cas, pour son temps et pour sa disponibilité. Et puis, je vais rebondir un peu sur ce que Alassane a dit à la fin, hein. Donc, vous voyez que ça prend, pour réussir dans la vie, ça prend quand même une combinaison de deux choses, hein. Donc, il y a votre niveau de compétence, donc c'est que vous allez acquérir, en tout cas, dans vos expériences, quoi, à l'école, comme base vraiment technique, et puis aussi l'expérience de la vie. Et ça prend aussi, en fait, à votre sérieux aussi dans le travail aussi. Donc, parce qu'il y a la compétence, mais il y a le sérieux aussi. Comment est-ce que les gens se souviennent de vous, là où vous passez aussi par rapport à la façon dont vous travaillez les gens.
la combinaison des deux, mais après, qui, en tout cas, quelle que soit l'école que vous avez faite, mais après, en fait, là, parce que quand l'école finit de vous former, hein, vous êtes sur le marché, ainsi de suite. Peut-être que l'école peut même vous aider à avoir le premier emploi, mais le reste, c'est quelque part dans vos mains. Donc, comment est-ce que vous démontrez cette compétence et puis comment vous vous comportez aussi sur le lieu de travail et puis avec les autres aussi. Et ça, c'est vraiment capital, là. Et puis, c'est très, très, très important, quoi. Bon, nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire, comme j'ai dit avec l'université Soumaré, la raison pour laquelle, en fait, là, cette université, on l'a mise en place, c'est pour pouvoir, comme dans les quatre domaines de spécialisation qu'on a, donc il y a le domaine de statistique et puis data science, il y a eu un webinaire là-dessus hier. Aujourd'hui, l'économie quantitative, c'est le webinaire qu'on suit actuellement avec Alexandre Copin. Demain, en fait, il y a un sur l'actuariat où il y a quelqu'un du domaine de l'assurance qui va venir partager aussi l'expérience aussi avec ceux qui sont intéressés. Et puis le vendredi, ça sera en fait là, sur la finance quantitative. Donc, on a des gens en fait là dans le domaine de la finance qui vont venir partager l'expérience. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Mais c'est pour montrer en fait là aux jeunes qui viennent avoir le bac maintenant, ou bien même carrément qui finissent leur licence, ou qui sont carrément en train d'exercer, mais qui veulent peut-être s'orienter dans des carrières, pour voir un peu ces formations-là, comment est-ce que c'est fait, des gens qui le font, pour partager l'expérience avec ces personnes-là, et aussi qu'ils voient aussi que c'est des choses qu'ils peuvent faire aussi, ils peuvent les atteindre, les sommets, et puis voir les expériences de ces personnes-là, quels sont les chemins que ces personnes ont parcourus pour arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça l'objectif pour nous, en fait, là, par rapport à ces webinaires-là. Et puis, bon, nous, dans notre cas, en fait, là, en tant qu'université, c'est de pouvoir donner les différents outils techniques aussi à la personne aussi, en termes de formation, mais quelqu'un qui va embrasser une de ces carrières-là, mais au moins, bon, on peut vous donner des formations, les différents outils techniques, la formation qu'il vous faut en tout cas au moins pour affronter le marché. Mais comme je l'ai dit à la fin de la journée, après, c'est vous et vous-même, en fait, là, maintenant, votre personnalité qui fait toute la différence après sur le marché et puis sur votre évolution future de votre carrière, quoi. Ok. Donc, en tout cas, Alessandre, merci beaucoup vraiment pour le partage de ces expériences très, très, très intéressantes. En tout cas, je pense que ça a beaucoup étayé sur la fonction d'économiste quantitatif. Donc, ceux qui sont là, s'ils ne savaient pas trop comment faire les choix, j'espère bien que ça les a beaucoup, en tout cas, aiguisés un peu par rapport à leurs différents choix. Et si jamais ils ont encore des questions, ils ne sont pas encore bien situés, ou bien en tout cas, ils aimeraient avoir un peu plus d'informations sur le fonctionnement, qu'est-ce qu'on fait, et puis les différents éléments. Ils peuvent nous écrire directement aussi, ils peuvent passer nous voir aussi. Donc, parce qu'en un webinaire de 1 heure et demie, c'est sûr qu'on ne peut pas tout couvrir nécessairement. Mais au moins, en fait, là, vous avez une information de base et puis bon, le reste de la discussion peut continuer, quoi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci beaucoup à Alexandre et puis merci beaucoup à Ibrahim et puis merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Ok, Ibrahim, merci beaucoup, Mm, professeur, pour ce mot Merci de fin. beaucoup. Merci beaucoup à M. Coupoin. Et puis, bon, comme le professeur l'a dit, le webinaire se poursuit. Demain, nous avons un webinaire sur l'actuariat qui sera donné également par M. Ouattara Adams, qui est un actuaire. Et puis, par la suite, le vendredi, nous aurons également un webinaire sur la finance quantitative. Mais nous sommes dans nos portes ouvertes, hein, nos portes sont ouvertes et vous pouvez passer à tout moment prendre des informations et même venir nous voir. On peut également vous conseiller dans la constitution des dossiers pour les demandes d'admission, tout ça. On a des équipes sur place là qui peuvent vous accompagner pour ça. Donc, demain, même heure, même adresse, webinaire sur l'actualité. Merci beaucoup, M. Coupoin. Merci à tous les participants et à très bientôt. merci Merci bien. à vous. Merci Bien, beaucoup bien, c'est ça. pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. Merci.